Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. Pourquoi? Parce qu'on va parler de ce qu'on appelle le trouble dysphorique prémenstruel, TDPM, c'est plus simple. Et en fait, c'est un sujet qui n'a rien à voir avec la kiné, qui n'a rien à voir avec les douleurs, qui n'a rien à voir avec le sport, du moins pas directement. Donc pourquoi j'ai fait ça? Je vais juste vous raconter le contexte. En fait, je faisais une recherche dans le DSM-5, hein, donc c'est le livre qui répertorie tout un tas de troubles psychiatriques. Et en fait, je suis tombé par hasard dessus. J'ai lu un petit peu ce que c'était. Je me suis rendu compte que je connaissais absolument pas. La prévalence qui est notée en fait dans le DSM-5, elle me semblait relativement élevée. euh, et par rapport au fait que en fait, j'en ai jamais entendu parler. Donc du coup, j'ai fait une recherche très simple par mots-clés en français sur Google, YouTube, et en fait, je suis pas tombé sur grand-chose. Et donc je recherchais un petit peu, ça m'intéressait, et je me suis rendu compte en fait que j'ai réussi à faire un parallèle avec certaines choses qu'on pouvait rencontrer en kinésithérapie. Vous savez, c'est la personne qui va venir vous voir, ça fait 3, 4, 5, 6, 7 ans qu'elle a mal au dos, et en fait, la douleur, c'est dans sa tête, c'est le diagnostic. Mais en fait, c'est une personne qui a une pathologie qui est, c'est juste en fait qu'elle n'a pas été trouvée cette pathologie. Bah, c'est un peu ce qu'on peut retrouver dans le trouble dysphorique prémenstruel, dans le TDPM. Alors, juste, donc, c'est comme je l'ai dit, hein, c'est absolument pas mon domaine. Donc, si je fais des erreurs et que vous êtes quelqu'un de compétent dans le domaine, n'hésitez pas à mettre un commentaire avec une source. Je l'épinglerai pour les personnes qui passeront derrière. Donc à qui s'adresse cette vidéo? En fait, elle va s'adresser surtout aux personnes qui vont être au contact directement des femmes qui vont être touchées par ça. Donc on va plutôt dire médecin généraliste, gynécologue, ça peut être psychologue, ça peut être sage-femme, maïoticien, voilà, plutôt ces spécialités-là. Ok? Après, ça peut aussi vous intéresser si vous êtes touché directement par le TDPM ou si vous êtes touché de manière indirecte parce que vous vivez ou vous connaissez quelqu'un qui est touché par ça. Donc on va voir tout un tas de choses, l'historique, on va voir ce qui se passe voilà, d'un point de vue physiologique, physiopathologique, on va voir tout ça. Une chose qu'on n'abordera pas, c'est les traitements, ok? Je rappelle que c'est pas un outil de diagnostic, hein, cette vidéo, c'est un outil de sensibilisation, ok? Donc on s'en sert pas pour faire un diagnostic, et on s'en sert pas pour choisir son traitement, surtout qu'on parlera pas de traitement, sauf à la fin, on parlera rapidement d'un type de traitement, l'activité physique, parce que je suis kiné, voilà. Ça va être une vidéo assez longue, ok? Il y a 40 diapos, donc on va partir pour 1 heure, 1h10, 1h15 peut-être. Voilà. Et donc, et voilà. Et ce que je veux dire, donc c'est pas un outil d'autodiagnostic, pardon, et c'est pas un outil pour choisir un traitement ou quoi. De toute manière, j'aborde pas tout ce qui est traitement médicamenteux, je n'aborde pas. C'est un outil de sensibilisation. Voilà, c'est tout. Donc on va attaquer. Donc, on va faire des rappels de base. En fait, c'est les choses qu'il faut maîtriser avant de rentrer vraiment dans le TDPM. Donc, ici, on a un schéma qui représente le cycle menstruel chez la femme. Qu'est-ce qu'on voit? En fait, le cycle il commence donc le premier jour avec le premier jour des règles. Ok. On a les règles. En jaune ici, on a l'oestrogène qui monte, puis qui descend. J14, ovulation. Et à côté ici, on a la progestérone. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. D'un seul coup, ça monte. Et ça rediminue ici en fin de cycle. Ok? Sur un cycle qui fait 28 jours, bien évidemment, c'est des moyennes. Ok? C'est vraiment des moyennes. L'ovulation à 14 jours, c'est des moyennes. Voilà. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'on va parler hormones et réactions aux hormones notamment. Donc, il faut avoir à peu près ça en tête. Ensuite, il faut connaître donc le syndrome prémenstruel, ok? Donc c'est un ensemble de symptômes, ok, ça peut être de l'anxiété, de la confusion, de la dépression, associés à des douleurs, ok, ça peut être des maux de tête, des douleurs articulaires et tout ça, ok? Et ça c'est le syndrome prémenstruel. Mais nous on va pas parler de ça. Nous on va parler de ce qu'on appelle le TDPM, qui est en gros une espèce d'SPM, mais genre vraiment en mode dopé, ok? C'est ça qu'il faut comprendre, c'est pas la même chose, ok? Alors on va se placer dans un contexte historique, parce qu'on va retracer un petit peu l'histoire de ça, c'est pas arrivé comme ça, on diagnostique pas des troubles comme ça au doigt mouillé. Ouais, non, voilà, il y a une évolution, ok, qui se fait dans un contexte. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que depuis près d'un siècle, les manifestations psychopathologiques en lien avec le cycle menstruel, ils sont repérés, ok, donc ça fait 100 ans, grosso modo, qu'on connaît ça. La première description date de 1931, et le terme de syndrome prémenstruel, il est introduit pour la première fois en 1953. C'est pas non plus c'est pas non plus super ancien, je veux dire, hein, c'est plutôt récent. C'est qu'en 1983 qu'il y a des critères qui vont être déterminés pour la recherche
cadre de l'étude de ce syndrome, en fait. Ensuite, en 1987, il y a c'est l'association psychiatrique américaine qui va distinguer une forme sévère de SPM, donc de syndrome prémenstruel, qui est appelé trouble dysphorique lutéal tardif et qui va être inclus dans le DSM-3. Donc en fait, le DSM, c'est le livre qui regroupe toutes les pathologies psychiatriques, ok. Et en fonction des éditions, voilà, bah, il y a eu voilà, des DSM 1, 2, 3, voilà. Et là, en ce moment, on est au 5e. Donc dans le DSM-3, on avait ce qu'on appelle le trouble dysphorique lutéal tardif. Ensuite, en 1994, le trouble dysphorique prémenstruel, TDPM, il remplace le terme donc de la quatrième, dans la troisième édition donc de trouble dysphorique lutéal tardif. Il y a un nouveau terme dans le DSM-4, donc qui est ce fameux TDPM. Mais il est dans les troubles à l'étude, ok. C'est pas encore un trouble définitif. Et c'est qu'en juillet 2013 que le TDPM il est reconnu comme un diagnostic à part entière, ok, et qu'il est classé dans la section des troubles dépressifs du DSM-5. Ensuite, c'est pas fini, parce qu'il y a certaines personnes qui vont pas aimer la classification du DSM-5, vous inquiétez pas. En 2019, donc la classification internationale des maladies, la version 11, du coup, faite par l'OMS, elle fait apparaître à son tour ce diagnostic dans ces catégories, et l'OMS la classe dans les catégories gynécologiques, ok. Alors que dans le DSM-5, c'est une pathologie du coup plutôt psychiatrique, ok. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça a une dimension pluridisciplinaire, ce syndrome, ok. Psychiatrique, endocrinologique, gynécologique, psychologique, voilà, ça touche toutes ces sphères, et donc c'est autant de professionnels de santé qui doivent être au courant que ça existe. Je vais vous ressortir une phrase qui sort de cette étude-là. En fait, et c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est l'autrice de cette étude qui dit qu'aujourd'hui, il est donc de la responsabilité des professionnels de se documenter sur ce trouble et de savoir le diagnostiquer. Okay, donc, si vous êtes un professionnel qui fait des diagnostics, vous devez vous documenter sur le sujet et savoir le diagnostiquer. Ça a été un long parcours pour la reconnaissance de ce trouble spécifique, et notamment en fait, de manière générale, dans la reconnaissance des troubles spécifiques liés aux femmes. Et ça montre que même si la société elle tend à évoluer considérablement et que la prise en compte du sexe et du genre pour mieux soigner est devenue un enjeu de santé publique, les inégalités entre les sexes ainsi que les idées reçues, en fait, ça continue dans le domaine de la santé, ok, y compris dans le champ psychiatrique, mais partout ailleurs. Pour se rendre compte, en fait, si en juillet 2023, vous faisiez une recherche dans une base de données type PubMed avec le mot schizophrénia, donc pour le terme anglais, mais on va dire schizophrénie, vous aviez 162 000 résultats pour une prévalence de 0,7 à 1% de la population générale, sachant que ça touche les hommes et les femmes. Pour le TDPM, vous avez donc 1200 résultats, ok. Donc plus de 100 fois moins, pour une prévalence à peu près équivalente si on rapporte ça à la population générale, ok. Donc on a une prévalence qui est entre 1,8 à 5,8% des femmes. Donc du coup, si on met ça sur l'ensemble, on va se retrouver, on va dire, à peu près dans cette tranche-là. Alors 1,8 à 5,8%, on verra après dans l'épidémiologie que, en fait, si on fait les études, si on fait le diagnostic de la bonne manière, en fait, la prévalence, elle est un peu plus faible, ok. Mais elle va se rapprocher quand même de cette prévalence-là, et donc elle ne mérite pas d'avoir 100 fois moins de résultats, en fait, hein. Donc, comme je vous dis, ça se fait dans un contexte, hein, le TDPM, il y a eu des controverses à son sujet, ok, il y a certains auteurs qui remettent en question ce diagnostic, hein, en disant que ça pathologiserait, ou ça pourrait même stigmatiser le vécu normal des femmes, ok. Et je rappelle que la souffrance psychologique ou physique liée aux menstruations est encore parfois considérée comme normale, quelle que soit son intensité. Alors, si à certains moments du cycle il y a de la douleur, ça peut être considéré comme normal. Si la douleur est trop intense, que vous êtes plié en deux, que vous ne pouvez pas aller au travail à cause de certaines douleurs liées à votre cycle menstruel, il y a quand même des questions à se poser et il faut aller consulter, ok. Pour certains auteurs, cette psychiatrisation des menstruations aurait pour but d'enrichir les industries pharmaceutiques. Ces controverses questionnent quant à la perception de la réalité féminine, de ses souffrances et justement de cette psychopathologie spécifique. Enfin, en gros, il y a eu tout un tas de controverses, on va continuer un petit peu dessus avant de rentrer dans le TDPM. Si ça vous gonfle, avancez dans la vidéo, ok. Mais moi je trouve que c'est important de comprendre en fait le contexte dans lequel ça a été découvert, voilà. Donc en plus il y a un tabou menstruel ancien autour
enfin le tabou menstruel en fait, hein, autour des règles, tout ça, faut pas en parler. Même les professionnels de santé ont du mal à en parler. Euh, voilà, c'est des éléments qui peuvent être évités par les professionnels de santé, aussi, ok, par les patientes elles-mêmes et leur entourage, ok, mais les professionnels de santé, c'est quand même votre rôle de poser des questions et d'aborder ces questions en consultation. Ces éléments compliquent l'identification, la démarche diagnostique et le traitement du TDPM, ok. Et comme je vous l'ai dit, bon bah voilà, le rôle de l'industrie pharmaceutique, notamment avec la commercialisation du Sarafem, a également été cité comme un facteur ayant normalisé le traitement du TDPM et encouragé son inclusion officielle. Donc en gros, on aurait créé ce trouble en gros pour vendre des médicaments. Voilà. À l'heure actuelle, juste je vous dis, on a assez de données pour dire que c'est un trouble à part entière qu'il faut traiter. Pour revenir à cette histoire de questions, en fait, autour des menstruations, j'avais déjà fait une vidéo sur le syndrome de la queue de cheval. Donc en gros, ça, c'est une compression des derniers nerfs de la moelle épinière, ok, qui peut donner des symptômes vésicaux, sexuels et tout ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la fonction sexuelle, elle était rarement abordée par les professionnels de santé, que ce soit envers les patients hommes ou les patientes femmes. Par contre, bah, en fait, c'était encore moins abordé chez les femmes. Ok, donc c'était pas abordé de manière, enfin moins abordé de manière générale, mais encore moins chez les femmes que chez les hommes. De toute manière, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, si vous êtes une femme, si vous êtes une personne trans, si vous êtes racisé, en surpoids ou obèse, au niveau de la prise en charge dans le domaine de la santé, bah, vous serez moins bien pris en charge. Ok, ça c'est pas un avis que je donne. On a de la littérature sur le sujet. C'est comme ça que ça se passe, malheureusement. Ok, donc si vous êtes professionnel de santé, ayez conscience de ça et essayez de passer au-dessus de tous ces biais et toutes ces choses-là. Une autre chose, avant de passer à la suite, là, moi, ce que je vous dis, on n'est pas au PMU du coin, ok? Je vous donne pas mon avis, je vous retranscris ce que j'ai pu lire dans la littérature scientifique, ok? Donc, il y a des sources qui appuient mes dires à chaque fois. Donc, si vous avez un avis à donner, vous êtes libre de le donner. Après, si vous essayez de mettre des sources, ok? Après, comme je dis, hein, tout le monde est la liberté, c'est aussi la liberté de passer pour un débile devant tout le monde. Mais voilà, ok? Ce que je vous dis, c'est des faits, et notamment quand je dis que la prise en charge en France des femmes, des personnes trans, des personnes racisées, elle est moins bonne que pour, elle sera moins bonne que pour d'autres, d'autres groupes de la population, c'est vrai, c'est comme ça, voilà. Controverse diagnostique, implication de l'inclusion dans le DSM. Donc l'inclusion du TDPM dans le DSM 4, pour commencer, hein, je vous rappelle, ça a commencé à ce moment-là, ça avait suscité des controverses, ok, en disant qu'il n'y a pas assez de données pour justifier que ça entre dedans, donc c'est pour ça que c'est dans les troubles à identifier, enfin en cours d'étude. Et en fait, ils avaient peur aussi que ça crée un faux sentiment d'inclure le TDPM, de compréhension du trouble freinant la recherche. Certains opposants à cette classification estiment que le trouble ne devrait pas être nommé d'après un aspect de la biologie féminine jusqu'à ce qu'un lien causal soit prouvé. Malgré ces critiques, l'inclusion du TDPM dans le DSM-5 a permis aux chercheurs et aux cliniciens de mieux différencier les femmes atteintes de TDPM de celles souffrant du syndrome prémenstruel ou d'autres troubles affectifs. Donc on va dire que c'est normal de se poser des questions. À un moment donné, il y a cette pathologie en fait existe mais n'est pas identifiée, donc elle existe nulle part dans les écrits. Il faut la mettre, il faut l'introduire, c'est normal qu'il y ait des pour, il y ait des contre, ok? Il y a eu certaines critiques aussi, certaines théoriciennes féministes qui ont critiqué en fait en soutenant que ce diagnostic perpétue une vision destructrice selon laquelle la biologie féminine peut être à l'origine de troubles psychiatriques, ça pathologiserait les changements menstruels naturels, le TDPM pourrait médicaliser et marginaliser l'expérience prémenstruelle des femmes, et en fait, il y avait une peur que ça renforce les stéréotypes sexistes. Mais c'est des questions qui se posent, qui sont normales de se poser, mais en fait, à l'heure actuelle, on n'en est plus là. Donc ça suggère que les femmes elles seraient moins capables pendant certaines phases de leur cycle menstruel. Les critiques féministes estiment également qu'il existe un biais sexiste dans la manière dont les émotions telles que la colère sont interprétées chez les femmes et que le diagnostic du TDPM pourrait renforcer les mythes primitifs concernant les hormones féminines. Après, c'est pas parce qu'on sait maintenant que c'est un trouble réel que les femmes sont mieux prises en charge dans le système de santé. Après, voilà, c'est des choses, il y a encore des choses, il y a encore du chemin à faire. Ils avaient peur aussi que ça masque en fait ce diagnostic de TDPM, la véritable cause de détresse, ok, qui pouvait être émotionnelle des femmes, qui pouvait être d'origine sociale ou contextuelle. Mais les défenseurs du diagnostic soulignent que les critères du TDPM sont suffisamment stricts à l'heure actuelle pour éviter de pathologiser la majorité des femmes et qu'ils ne s'appliquent qu'à une minorité souffrant de symptômes prémenstruels graves et invalidants. Ok, de toute manière, on va voir que le diagnostic,
c'est pas au doigt mouillé, ok, ça respecte des critères. La classification du TDPM dans le DSM-5, c'est fait dans un contexte donc, du coup, historique, culturel et scientifique, qu'il faut connaître en fait, parce qu'il faut comprendre qu'on ne met pas des noms sur des pathologies comme ça, et que c'est normal que, voilà, est-ce que ça c'est une bonne chose, est-ce que c'est une mauvaise chose, c'est des questions qui se posent, ok. Mais en fait, on n'en est plus là. Nous, maintenant, on est dans une ère où le TDPM fait partie du DSM-5, ok, et il répond aux critères nécessaires pour être reconnu comme un diagnostic distinct dans le DSM-5, ok, c'est vraiment un diagnostic à part entière, ok, parce qu'en fait, les données actuelles, elles sont assez stables, assez spécifiques, ok, pour dire que le TDPM, il existe et en fait qu'il a un impact significatif sur le fonctionnement des femmes qui en sont infectées. L'inclusion du TDPM en tant que catégorie diagnostique légitime offrirait plusieurs avantages, ok, meilleure reconnaissance clinique, un accès accru aux traitements spécifiques et une stimulation de la recherche, ok. À partir du moment où vous avez un terme, une pathologie identifiée, la recherche, elle va se faire dessus du coup. Le TDPM représente un trouble sérieux affectant un petit pourcentage de femmes avec des symptômes distincts des autres troubles de l'humeur. Et en fait, on va voir tout ça. Qu'est-ce qui se passe au niveau des hormones? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la réaction à ces hormones? Qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau des femmes qui sont atteintes de ce trouble? On va voir tout ça tout au long de la vidéo. Définition, donc le TDPM, c'est un trouble dépressif qui apparaît quelques jours avant les règles. Il entraîne une modification importante de l'humeur et de l'état psychologique, entraînant une atteinte fonctionnelle et une détresse significative. On va voir que c'est pas un petit coup de mou juste comme ça, ok. On a des données sur la santé mentale, sur le suicide et tout ça. Voilà, on a des choses solides sur le sujet. Donc, présentation. Donc, le TDPM, récemment intégré donc, en tant que trouble à part entière dans le DSM-5, on l'a vu en 2013, dans l'ICD-11, donc ça c'est le classement des pathologies selon l'OMS, donc qui a été adopté en 2019 et qui est rentré en vigueur le 1er janvier 2022, donc qui est un peu plus récent, ça commence à dater le dernier DSM-5. Et donc, dans ce système de classification, les symptômes en fait, qui vont être présents, ça va être le manque de concentration, la léthargie, la suralimentation, l'hypersomnie et des symptômes physiques tels que la sensibilité des seins, les gonflements et les ballonnements, des douleurs articulaires. Ok. Le DSM-5, il inclut en plus des symptômes de soutien, donc des symptômes secondaires, tels que la diminution de l'intérêt pour les activités et le sentiment d'être débordé. Tandis que dans le donc CIM ou ICD, pardon, c'est pareil, hein, donc c'est juste, là c'est en anglais, là c'est en français, ok. Donc on va dire le CIM 11 inclut les symptômes cognitifs supplémentaires tels que par exemple l'oubli, ok. Donc voilà, certains oublis, ça peut être des mots, ça peut être voilà, l'oubli. Un total de 5 symptômes ou plus est nécessaire pour le diagnostic du DSM-5. Dans les deux cas, il faut une détresse ou une altération significative dans diverses sphères de fonctionnement, ainsi que l'exclusion d'autres causes médicales ou médicamenteuses ou l'exacerbation d'un autre trouble mental. Ok. Effectivement, voilà, il faut que donc là vous avez tous les critères, ok. Donc voilà, l'habilité émotionnelle marquée, donc mouvement d'humeur, brusque sentiment de tristesse, irritabilité, humeur dépressive marquée, anxiété marquée. Au moins un des symptômes suivants doit être présent, donc diminution de l'intérêt pour les activités habituelles, hypersomnie ou insomnie, sentiment d'être débordé ou de perdre le contrôle, voilà, tout un tas de choses, et ça permet du coup de diagnostiquer les personnes. Effectivement, si vous connaissez ni les critères, vous êtes professionnel de santé, vous ne connaissez pas le nom de cette pathologie, vous ne connaissez pas les critères du DSM-5 ou du CIM-11, ça va être compliqué pour diagnostiquer les personnes, ok. Là, je vous ai mis le lien. En fait, vous tapez juste ICD-11, PMDD, donc prémenstrual dysphoric disorder, faut le taper en anglais, et du coup vous allez tomber sur cette page-là avec les critères, ok. Donc selon l'ICD-11, donc au cours de la majorité des cycles menstruels de l'année écoulée, un ensemble de symptômes allant de l'humeur ou de symptômes somatiques, ok, ou de symptômes cognitifs qui sont rajoutés justement dans cette classification, qui apparaissent plusieurs jours avant le début des règles, commençant à s'améliorer quelques jours après le début des règles, puis deviennent minimes ou absents dans la semaine qui suit le début des règles. Voilà. Donc c'est des descriptions qui sont faites, voilà, donc avec tout un tas de symptômes. Effectivement, il faut exclure d'autres causes, d'autres pathologies, parce qu'il y a des choses des fois qui peuvent se croiser, et donc il faut être sûr de ce qu'on dit. Donc le trouble dysphorique prémenstruel est reconnu pour la première fois en juillet 2013, mais ça maintenant vous le savez, ok.
Il y a juste des petites différences. Voilà, le DSM-5, il exige que les symptômes soient évalués sur 2 cycles menstruels pour un diagnostic confirmé. Donc en fait, il faut suivre, vous avez une espèce de tableau de bord à suivre, à remplir en fait, pour être sûr que c'est bien ça, ok? Et si vous n'avez pas rempli ces 2 mois-là, en fait, on peut vous diagnostiquer, mais c'est un diagnostic qu'on considère comme provisoire, ok? Et l'ICD 11, il recommande également les évaluations prospectives, mais ne les impose pas comme une obligation pour poser un diagnostic. Donc prospective, c'est en gros au jour le jour, vous tenez votre carnet de bord. En fait, rétrospectif, c'est vous allez consulter le médecin et vous lui racontez par exemple vos 2 derniers cycles, mais sauf qu'en fait il y a plein de biais, ok, biais de rappel, ça va être différent de ce qui s'est vraiment passé, c'est beaucoup moins précis. Dès que vous avez une étude qui inclut des personnes avec un TDPM qui se sont basées sur des critères de classification rétrospectifs, tout de suite, la prévalence, elle augmente, ok? À cause justement de tous les biais qui sont, qui sont rapportés en fait par les rapports rétrospectifs. Donc les évaluations prospectives sont essentielles car les rapports rétrospectifs, ah bah c'est ce que j'ai mis, voilà, ont tendance à produire des faux positifs, surestimant ainsi les cas de TDPM, voilà. Ces évaluations permettent ainsi de différencier le TDPM d'autres troubles mentaux exacerbés avant les menstruations. Oui, parce que des fois, on peut avoir des troubles mentaux et les menstruations vont les exacerber. Mais du coup, c'est pas pour autant que c'est un TDPM. Ok, c'est le trouble mental exacerbé. Voilà. Donc la prévalence du TDPM est estimée à 1,8 entre 1,8 et 5,8% des femmes. Mais en fait, ça, c'est le chiffre que vous allez retrouver partout, notamment dans le DSM-5. Il n'est pas très très précis. Ok, il n'y a pas de synthèse globale des études sur ce sujet, et les méta-analyses actuelles ne précisent pas si les diagnostics qui sont basés sur des évaluations prospectives ou rétrospectives. Et donc les études utilisant un diagnostic provisoire ont tendance à surestimer la prévalence du TDPM. Ouais, donc classification rétrospective ou classification provisoire, vous allez surestimer. Okay, les études avec des diagnostics confirmés basés sur un suivi des symptômes donnent des taux plus fiables. Et les questionnaires autodéclarés, souvent utilisés pour le diagnostic provisoire, peuvent générer des faux positifs aussi. En tout cas, on a une méta-analyse plus récente, plus sérieuse, on va dire, et donc qui prenait en compte que les diagnostics confirmés selon les critères du DSM-5 avec études donc prospectives, et la prévalence a été de 1,6%. Ok, donc 1,6%, voilà, donc si 1,6% des femmes, ok, rapporté à la population générale, si on dit qu'il y a un homme pour une femme, voilà, on tombe sur du 0,8%, on retombe en fait sur les chiffres qu'on avait ici, voilà, rapporté à la population générale. Hein. Cette étude souligne que le TDPM touche une minorité de femmes menstruées, mais que le diagnostic doit être soigneusement évalué pour éviter les surdiagnostics ou les sous-estimations, ce qui a des conséquences importantes en termes de traitement et de ressources allouées. Et en fait, vous allez voir que en fait, ces femmes-là, elles doivent être identifiées. Parce qu'il y a en fait, bon là, si vous savez pas ce que c'est, vous vous dites, je sais pas ce que vous vous dites d'ailleurs, mais en fait, on va voir après ce qui se passe chez ces femmes, et là vous allez dire, ah ouais, en fait, ouais, non, en fait, faut voir. Et une femme sur, enfin 1,6% des femmes, ok, c'est quand même pas mal. Vous êtes, on va arrondir à 1% pour faire un petit calcul vite fait. Vous êtes médecin généraliste. Sur 100 femmes menstruées, ok, que vous voyez, il y en a une qui a ça. Quand vous êtes médecin généraliste, je pense que vous voyez beaucoup de patients, il y a moyen d'être passé à côté de ça, ok. Pathophysiologie, bah maintenant on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe, dans cette pathologie. Donc le TDPM, en fait, il semble lié à une sensibilité anormale aux fluctuations hormonales, ok, particulièrement au niveau de progestérone et d'œstrogène, hein, du coup, c'est pour ça que c'est les deux qu'on a vu tout à l'heure au début que je vous ai présenté là avec les courbes, ok. Et on a des recherches récentes qui suggèrent un rôle clé des neurostéroïdes tels que l'allopregnanolone, donc on va dire allo, A2LO, ok, ça sera beaucoup plus simple. En fait, c'est un neurostéroïde dérivé de la progestérone, produit par le cerveau, les ovaires et les glandes surrénales. Voilà, pour être simple. Donc ça, c'est ce qu'il faut juste retenir, c'est que c'est un neurostéroïde. Il joue un rôle crucial dans la modulation du système nerveux central en agissant sur les récepteurs GABA, donc en fait qui sont des récepteurs. En fait, c'est les récepteurs qu'on cible avec tout ce qui est benzodiazépine et tout ça pour traiter l'anxiété et les troubles du sommeil. Ok, donc on va dire que c'est des récepteurs voilà, qui vont calmer, inhiber, voilà, c'est chaud. Ok.
Et les femmes avec TDPM pourraient avoir développé une tolérance aux effets calmants de l'halo, donc en gros, pour plein de raisons différentes, en fait, elles réagiraient moins bien à ça, donc du coup, il y aurait moins d'effets de l'halo, et du coup, par exemple, sur l'anxiété ou tout ça, l'anxiété pourrait être un petit peu plus élevée, du coup. Il n'y a pas de différence notable dans les niveaux d'hormones ovariennes entre les femmes avec et sans TDPM. Mais les femmes souffrant de TDPM semblent réagir différemment aux variations hormonales. S'il y a un seul truc à retenir de ça, c'est ce que vous retrouverez plus ou moins à chaque fois dans chaque étude, c'est que a priori, en fait, ces femmes-là n'ont pas forcément plus ou moins d'oestrogène ou plus ou moins de progestérone par rapport aux autres femmes, c'est juste qu'elles y réagissent différemment. Ok ? L'exposition au stress a également été corrélée au TDPM avec des taux plus faibles donc d'halo observés chez les femmes atteintes de TDPM. Des antécédents de stress émotionnel ou physique comme les abus sont également liés au développement du TDPM. Tout ça, on le verra après. Ok ? Il est observé que le syndrome prémenstruel est absent pendant les cycles sans ovulation, cycle anovulatoire, confirmant le rôle de l'ovulation dans le déclenchement des symptômes. Parce que les femmes, en fait, elles peuvent avoir des cycles anovulatoires. Ok ? Je crois que c'est sur le total de toute la période où elles peuvent avoir des enfants, ovuler, tout ça, c'est 10% des cycles, je crois, qui sont anovulatoires, 10-15%, quelque chose comme ça, en moyenne, hein, pour avoir... voilà. Donc si vous avez un TDPM, il y a peut-être des fois où, si vous ovulez pas, peut-être que vous n'allez pas avoir le TDPM. Possiblement. Ensuite, donc, il y a d'autres choses qui rentrent en compte, ok ? La sérotonine, elle joue un rôle central dans la régulation de l'humeur, ça normalement en général ça on connaît bien. Dans le TDPM, une dysfonction du système sérotoninergique est impliquée avec une disponibilité réduite de la sérotonine et une sensibilité accrue aux récepteurs de la sérotonine pendant la phase lutéale. Et ça explique pourquoi les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, donc c'est des médicaments qu'on donne notamment pour traiter la dépression, sont souvent efficaces dans le traitement du TDPM car ils augmentent les niveaux de sérotonine disponibles dans le cerveau. On va voir aussi qu'il y a certaines mutations génétiques qui font que les récepteurs ils sont différents, et ça peut expliquer justement que la sérotonine fonctionne moins bien. Le GABA, donc c'est un neurotransmetteur inhibiteur, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et sa modulation par l'halo sont également des mécanismes critiques dans le TDPM, donc qui sont impliqués dans le TDPM. Une inhibition réduite du système GABAergique conduit à des symptômes comme l'anxiété et l'irritabilité, mais c'est ce que je vous disais justement juste avant. Ok ? Les fluctuations de la progestérone influencent directement l'activité du GABA, ce qui explique l'apparition des symptômes pendant la phase lutéale du cycle menstruel. Donc on verra qu'en fait il y a des moments où il y a des changements qui sont dépendants de la phase du cycle, et on verra qu'il y a des changements qui sont plus permanents et qui en fait sont là indépendamment des phases du cycle. Et on a des études par imagerie cérébrale, ça c'est hyper intéressant, où en gros, en fait, il y a des différences dans le flux sanguin cérébral et les concentrations de GABA entre les femmes atteintes de TDPM et les femmes témoins en bonne santé. Donc là, c'est le cortex préfrontal, donc une région impliquée dans la régulation des émotions, montre une activité réduite chez les femmes souffrant de TDPM. Et en fait, après, c'est juste pour vous dire qu'en fait, il y a certains neurotransmetteurs qui sont impliqués, il y a certaines structures cérébrales qui sont impliquées, qu'on peut voir par imagerie. Là, c'est pour vous donner un petit avant-goût, on va dire, et après, on va voir tout ça de manière un peu plus détaillée. Et on a une étude intéressante ici, où en fait, pour comprendre que c'est pas forcément les hormones en soi qui lui posent problème, mais que c'est plutôt la réponse hormonale, enfin la réponse aux hormones qui est différente chez les femmes qui sont touchées par le TDPM. D'ailleurs, possiblement, une chose intéressante, c'est que si, par exemple, vous avez un TDPM, ou que vous pensez que vous en avez un, si vous avez déjà entendu ça avant, enfin on s'en fiche, on va prendre une femme qui a l'impression d'avoir des symptômes en fonction de sa période du cycle, ok ? En fait, cette femme-là, elle se dit: «Oh, c'est marrant, en fonction de la période de mon cycle, je sens que je suis, mes symptômes sont différents». Et qu'elle va voir son médecin, et ce médecin dit: «Bon, on va doser tout ça, et les dosages sont normaux». Et le médecin va dire: «Peut-être, c'est pas ça». Et la femme va se dire: «Bah ouais, en fait, c'est pas ça, mes hormones vont bien». Mais en fait, il y a pas de problème de taux d'hormones, en fait. C'est la réaction aux hormones. Donc c'est normal, a priori, d'avoir des taux hormonaux normaux, mais d'avoir un TDPM. Voilà, ça faut le comprendre, ça s'exclut pas parce que les dosages sont normaux. Donc dans cette étude, elle est assez intéressante parce que des femmes diagnostiquées avec TDPM, en fait, elles ont été traitées par ce qu'on appelle une suppression ovarienne via des injections de l'euprolide. Donc en gros, c'est un médicament qui va supprimer en fait votre production hormonale, donc notamment œstrogène, progestérone. Voilà, vous allez être traité avec ça, et vous allez plus sécréter d'œstrogène et de progestérone.
Donc celles qui ont montré, donc les femmes qui ont montré une rémission des symptômes sous le Prolid, donc on les a appelées les répondantes, elles ont été sélectionnées pour suivre l'étude. Donc on avait des femmes avec un TDPM, on les traite pour qu'elles n'aient plus d'hormones, et leur TDPM disparaît en gros, et ben on les prend pour suivre l'étude. Les participantes, ensuite elles avaient un mois de traitement placebo pour confirmer la suppression des symptômes sans intervention hormonale et tout ça. Ensuite elles ont reçu 3 mois de traitement combiné, œstradiol, progestérone. Les taux on s'en fiche, c'est pas vraiment ce que ça représente. Moi, comme je dis, c'est pas mon domaine. Simulant les cycles hormonaux naturels. Les symptômes de TDPM ont été mesurés via des questionnaires bi-hebdomadaires et évaluations journalières, donc on est dans un truc prospectif, on prend au fur et à mesure des notes, tout ça, pour évaluer irritabilité, tristesse, anxiété. Et en fait, les chercheurs ont comparé donc les scores des symptômes entre différents mois, donc le dernier mois sous le Prolid, placebo, les 3 mois de réintroduction hormonale, en se concentrant sur la première réintroduction hormonale pour observer une éventuelle augmentation des symptômes. Et ce dont ils se sont rendus compte, c'est qu'on avait une récurrence significative des symptômes qui a été observée uniquement lors du premier mois de réintroduction d'œstradiol et de progestérone. Ça indique en fait que c'est le changement initial des niveaux d'hormones et non leur stabilisation. C'est pas le donc qui déclenche les symptômes de TDPM. Donc c'est pas en fait c'est pas les hormones en soi en elles-mêmes, c'est la variation des hormones qui pose problème. Mais c'est pas mais voilà, hein, c'est pas qu'elles vont au-dessus ou en dessous des taux normaux, c'est que elles restent dans des taux normaux, mais le fait que ça monte et que ça descende, bon, on l'a vu au début, hein. Voilà, ça monte, ça descend. Bon, ça fait un peu les montagnes russes, quoi. Et donc, en fait, bah, au moment où ça change, voilà, par ici, c'est là où il y a surtout l'apparition des symptômes, hein. Donc, ils apparaissent ici et jusque-là, on va dire. Voilà, c'est cette variation-là qui fait que les femmes ont les symptômes, justement. Les mois de traitement hormonal stable suivant n'ont pas provoqué de symptômes. Une fois que si les hormones elles sont stables comme ça, il n'y a plus de problème. Donc ça soutient l'hypothèse que les femmes avec TDPM sont particulièrement sensibles en fait, aux variations hormonales soudaines qui sont naturelles dans le cycle féminin. Ok. Donc c'est vraiment, mais c'est la chose à comprendre en fait que j'explique depuis tout à l'heure. C'est pas les taux d'hormones qui changent, qui sont importants ou quoi. C'est la réaction à des changements, à des variations de taux d'hormones physiologiques. C'est une mauvaise réaction aux variations normales des hormones, tout simplement. Donc là, on va passer en fait aux difficultés que rencontrent ces patientes pour avoir un diagnostic. C'est un peu pour ça que je fais cette vidéo, hein, c'est pour sensibiliser un petit peu au parcours de soins de ces patientes. Il existe des difficultés d'accès au diagnostic et au traitement avec un délai moyen de 5,6 ans avec un diagnostic officiel, avant un diagnostic officiel. C'est long, 5,6 ans. C'est ce qu'on peut retrouver nous en tant que kiné avec des patients qui ont mal au dos et qui ont une spondylarthrite axiale et qui mettent plusieurs années à se faire diagnostiquer. Ok. Beaucoup de participantes ont rencontré des obstacles en raison du manque de connaissances des prestataires sur le TDPM. Bah, c'est aussi pour ça que je fais la vidéo, justement, c'est pour sensibiliser les prestataires de soins. Voilà. Donc le gaslighting médical, donc c'est un phénomène fréquemment rapporté par les participantes. Et c'est ce qui a retardé la prise en charge et le diagnostic. Donc le gaslighting c'est quoi, hein? C'est quand on va minimiser un petit peu ou essayer de vous faire changer d'avis sur ce que vous ressentez, sur comment vous le ressentez ou des choses comme ça. Par exemple, vous allez voir votre médecin, vous dites ouais je me sens vraiment pas bien à certaines périodes de mon cycle et tout ça, et ça peut être vous êtes sûr que vous vous sentez pas bien, vous seriez pas un petit peu fatigué en ce moment, vous seriez pas un petit peu stressé, ça se passe comment au travail? Moi je pense que c'est plutôt le travail et le stress, hein. Ok, essayez de vous détendre, essayez de vous relaxer, voilà, ok, et ça ira mieux, ça va passer. Bon voilà, exemple, ok. Un retard dans le traitement. Les participantes ont décrit un parcours complexe et frustrant pour obtenir un traitement passant d'un médecin à un autre. C'est ce qu'on retrouve aussi dans la spondylarthrite axiale avec des patients qui vont de médecin en médecin en médecin en médecin avant d'avoir un diagnostic. Les traitements de première ligne, comme les antidépresseurs, n'ont souvent apporté qu'un soulagement partiel et les participants se sont souvent sentis ignorés par leurs prestataires. Problème de prise en charge continue. Même après avoir reçu un diagnostic officiel, de nombreuses femmes ont dû changer de médecin ou de traitement sans véritable suivi. Cela a renforcé une méfiance envers le système de santé. Et quand vous avez une méfiance envers le système de santé, qu'est-ce que vont faire les patients? Ils peuvent se diriger vers des soins non conventionnels. Acupuncture, naturopathie, éthiopathe, peu importe, et qui ne vont pas apporter de réelles solutions à ces problématiques-là. Surtout que dans les pseudosciences, pseudomédecine, je rappelle pseudo ça veut dire faux, on peut avoir des dérives sectaires, des dérives thérapeutiques ou des choses comme ça. Donc voilà, donc méfiance envers le système de soins conventionnels,
Du coup, les personnes vont aller vers des soins non conventionnels. Autre chose, j'ai déjà eu des retours, témoignages de personnes qui vont chez le médecin généraliste et sage-femme ou maïeuticien, et on leur propose des traitements, et dans les traitements, on propose au même niveau des médicaments, on propose d'aller voir un psychologue, et on propose d'aller faire de l'acupuncture ou de la naturopathie. Non, la naturopathie, c'est pas à mettre au même niveau que le psychologue et les médicaments, ok? L'acupuncture, non plus. D'ailleurs, quand vous êtes médecin, vous n'avez pas à recommander ces médecines alternatives, en fait. Vous ne pouvez pas recommander des soins qui ne sont pas basés sur la science. Et j'ai des témoignages de femmes à qui on a proposé ça, en limite en première intention. Non, on a des traitements, première intention, machin, on utilise ce qui est censé marcher le plus, et au fur et à mesure, bah, on va dans les trucs. Et à la fin, pourquoi pas l'acupuncture, mais tellement loin qu'en fait, on n'y arrive pas. Ok? On trouve un truc avant. Ou alors on change de diagnostic ou machin. Voilà. Mais on traite pas des TDPM avec des aiguilles sur des trucs qui n'existent pas. Ok? C'est aussi pour, donc, c'est pour les professionnels de santé qui proposent ça, je vois, donc les médecins, tout ça, donc normalement vous n'avez pas le droit de proposer ça, c'est dans votre code de déontologie. Et pour les patientes qui sont, ou si vous êtes perdu, vous tombez sur cette vidéo et vous dites je vais tenter ce genre de choses, non. Enfin non. Après vous pouvez toujours tenter, mais essayez de continuer dans la voie conventionnelle et de trouver la solution à votre problème, ou si vous avez été diagnostiqué et qu'on ne trouve pas le traitement, bah continuez, continuez, continuez. Vous ne trouverez pas la solution dans la naturopathie. Ok? Et du coup, bah, c'est ça en fait ce que je disais, retour aux médecines alternatives. Face à l'échec des traitements conventionnels, plusieurs participantes ont exploré des traitements alternatifs, comme le microdosing de psilocybine, le cannabis, ou des pratiques telles que le reiki et la méditation. Après, la méditation, c'est très bien, mais ça peut apporter un mieux, ça peut, voilà, mais quand il y a un problème médical qui doit nécessiter une certaine approche, bah, cette approche, elle doit être, elle doit être empruntée. Voilà, on soigne pas tout et n'importe quoi. Enfin, on soigne pas une pathologie avec tout et n'importe quoi. Ensuite, une différence en fonction du médecin. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc c'est une expérience, en fait, ça, c'est une étude où ils ont pris des femmes et en fait, bah, ils ont retracé un petit peu leur vécu par rapport à ça. Bah, en fait, c'est la même étude que là, hein. Et en fait, donc, quand ces femmes consultaient des médecins femmes, bah, les participantes, elles ont déclaré que bah, ces médecins femmes manquaient souvent d'empathie, parce que les femmes avaient elles aussi leurs règles, et qu'il y avait une normalisation des symptômes des femmes, comme quelque chose que toutes les femmes doivent affronter. Voilà. Et donc ça a été décrit par 9 participantes, et je crois que dans l'étude, c'est 32 femmes, je crois. Donc 9, voilà. Pas tout à fait un tiers. Ok? Mais en gros, la normalisation des symptômes des femmes comme quelque chose que toutes les femmes doivent affronter a été décrite par 9 participantes. Ok, donc effectivement, c'est des femmes, les médecins, elles peuvent avoir leurs règles, et puis donc bah, en fait, elles vont se caler sur leur expérience à elles, et voilà. Dans le cas des médecins hommes, plus souvent par des caractéristiques dominantes, comme le fait de laisser entendre qu'ils en savaient plus sur l'expérience de la patiente que cette dernière. Ça, c'est un gros problème. Au total, 8 participantes ont décrit un prestataire masculin comme étant irrespectueux, donc ça fait un quart hein, sur les 32. Par exemple, un prestataire masculin a décrit la participante comme vivant comme un rat, et une autre participante s'est vu dire que son utérus était en colère contre elle parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Les participantes ont été plus nombreuses à décrire les prestataires masculins comme ignorants du trouble dysphorique prémenstruel. Ok, donc là il y a plein de problèmes. On n'en sait pas plus que le patient, peu importe si vous êtes professionnel de santé, le patient, ce qu'il vous raconte, c'est vrai. Vous ne savez pas mieux que lui ce qu'il ressent. Okay, ça n'existe pas. Ça, c'est quand même une base qu'il faut comprendre, ok, quand on soigne des gens. Ensuite, bon, vivant comme un rat, mais ça normalement, on devrait arrêter d'exercer pour ça. Son utérus, il est en colère contre elle. Ça, pour avoir des témoignages de femmes qui sont allées consulter, des professionnels de santé, parfois spécialisés, donc gynécologues ou quoi, c'est l'injonction à faire des enfants chez la femme, elle existe, ok, dans la part du système de santé, elle existe, ok. Son utérus était en colère contre elle, bon ça c'est pas un truc qu'on apprend à l'école de médecine, je ne pense pas qu'on apprenne ça à l'école de médecine, ok, donc en fait le mec clairement il a donné son avis, il s'est cru au PMU du coin là. Et donc des prestataires comme ignorants, voilà. Et donc là, je vous ai mis 2 témoignages. Donc c'est un problème féminin qui est souvent mis de côté. C'est un problème de santé mentale qui est aussi mis de côté. Donc en gros, cette personne-là dit que bah, les problèmes féminins ne sont pas bien pris en charge et les problèmes mentaux non plus. Vu que là, c'est les deux en même temps, bon bah voilà, c'est vraiment double coup de malchance.
et ils ne veulent tout simplement pas le prendre au sérieux pour une raison ou une autre. Ils veulent juste penser que c'est soit un problème cérébral, soit un problème du système reproducteur, et ils n'arrivent pas à comprendre que c'est les deux entités qui sont liées. Ils sont interconnectés et que c'est le corps qui fait ressentir cela au cerveau. Rachel, 29 ans, souffrant de TDPM depuis 18 ans, donc ça a commencé à 11 ans, donc cette personne-là a vécu plus longtemps avec un TDPM que sans TDPM du coup. Et là, ils ont un problème à dire, je dois en apprendre plus sur ce sujet. Mais au lieu de ça, ils diront, non, tu as tort, parce que je n'en ai jamais entendu parler, et c'est vraiment une forme de gaslighting, vous voyez. Le gaslighting médical est une réalité, surtout dans le domaine de la santé des femmes. Kay, 29 ans, souffrant de TDPM depuis 12 ans. Donc, quand vous n'avez aucune idée de la pathologie de la personne, vous ne savez pas mieux qu'elle, ok? Moi, je suis professionnel de santé, je reçois des patients, des fois, je connais pas ce qu'ils ont. Ça m'est déjà arrivé, le patient me dit, j'ai ça, aucune idée de ce que c'est. Qu'est-ce qu'on fait? On discute. Et il m'explique. Parce que lui, du coup, il connaît mieux que moi. Donc c'est à moi de recueillir les informations qu'il a. Moi, derrière, je lui dis, je vais me renseigner. Et la séance d'après, on discute. Voilà, je me suis renseigné, ça, c'est bien ce que vous ressentez, nanana, nanana. Et on discute. Mais si je connais pas, je vais pas commencer à dire que c'est faux ce que la personne en face, elle me raconte. C'est quand on est professionnel de santé, c'est pas, on doit pas se mettre en condition de sachant, et la personne en face, on va juste, elle ignorante, et c'est nous, on va tout lui donner. Non, non, si vous connaissez pas, et remettez-vous en question à un moment donné. C'est pas parce que voilà, t'en as jamais entendu parler que ça n'existe pas. Et là, on le voit bien. On le voit bien parce que y en a plein qui ne le savent pas, et c'est ce que vivent les femmes. Ouais, donc là, on a fait un tiers de la... Non, un peu plus d'un tiers de la vidéo, on doit dire 40 minutes. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. Un parcours du combattant. Donc, il y a des retards qui sont liés à la patiente directement. Ok? Donc là, c'est la partie de l'apparition des symptômes à la présentation à un professionnel de santé. En fait, par exemple, certaines femmes, elles vont avoir un manque d'accès aux soins de santé, donc ça sera plus aux États-Unis. C'est des études aux États-Unis. Bon, voilà, les soins de santé, c'est différent en France. Manque de discussion sur les symptômes menstruels. Il va y avoir des barrières liées aux prestataires, donc aux médecins, qui sont pressés de donner un diagnostic facile, conduisant à des erreurs de diagnostic. C'est la dépression saisonnière, c'est votre travail, on connaît le stress, la fatigue, c'est 90% des cas, c'est l'origine de tous les problèmes. Des problèmes, je veux dire. Barrières sociétales, les barrières sociétales influencent le retard des patientes, la perception que les patientes ont de ce qui est normal ou anormal dans leurs symptômes prémenstruels. Et oui, il faut affronter son SPM de manière forte. Voilà, il faut être une femme forte. Ouais, sauf qu'en fait, quand tu as des symptômes qui sont en dehors de la norme, non, au bout d'un moment, il faut consulter et qu'on trouve une solution à ton problème. On est en 2024 quand même, on est en 2024. On a de la littérature scientifique, on a PubMed. Tu tapes. En plus, c'est rapide à taper. Hein. PMDD, tout attaché, t'as la littérature qui tombe. Après, tu sélectionnes méta-analyse ou systématique review si t'as la flemme de lire un peu tout, et puis tu peux déjà te faire un avis. Retard lié au diagnostic, de la présentation des symptômes à un professionnel de santé au diagnostic officiel. Ouais, parce que du coup, déjà, on peut mettre du temps à consulter. Une fois qu'on consulte, c'est pas par là qu'on va voir le diagnostic. Ok, barrière par les patientes, donc du coup, quand elles reçoivent le gaslighting médical ou la normalisation des symptômes, voilà, mais non, c'est normal ce que vous vivez. Ça va passer, buvez de l'eau, voilà, hydratez-vous bien et allez faire de l'acupuncture. Barrière des prestataires, dynamique de pouvoir entre la patiente et le prestataire, où le médecin c'est mieux, voilà, il se pose en position de sachant qu'il n'a aucune idée de ce que c'est cette pathologie. Barrière sociétale, les femmes sont censées consulter un médecin principalement pour des raisons de fertilité. Ça j'ai des témoignages de femmes chez qui ça ressort beaucoup, ok? Vous venez avec un problème, et la personne elle vous parle juste de quand est-ce que vous faites un enfant. Voilà, consultation. Vous avez donc la personne qui connaît pas le TDPM. Vous savez que les problèmes hormonaux, c'est réglé après une grossesse? Tu vas voir un professionnel qui dit ça, oui, mais et surtout quand la personne a spécifié au début de l'entretien qu'elle veut pas d'enfant, je trouve que c'est un peu mal placé de lui dire, mais si vous faites un enfant, ça va aller mieux. Oh bah d'accord, je vais faire un enfant, comme ça, je vais soigner mon TDPM. Tranquille. Retard lié au traitement, du diagnostic au premier traitement, voilà, c'est pas parce qu'il y a le diagnostic du coup que derrière le traitement il va correspondre direct. Ok, il y a plusieurs formes de traitement, tout ça. La plupart des participants ont décrit une forme de ménopause comme étant l'objectif ultime, bien inaccessible. Barrière des prestataires, les prestataires ne prennent pas les symptômes des patientes au sérieux. Incroyable. Barrière sociétale, les participantes ayant des problèmes de santé féminins sont plus susceptibles de tenir une ménopause chirurgicale ou chimique ou attirer davantage sur médicale en général. Bon, en tout gros, il y a des problèmes, voilà, c'est pas parce qu'il y a le diagnostic que le traitement suit derrière. Et c'est pas parce qu'il y a le traitement qu'il va y avoir un bon suivi dans le traitement, ok.
De nombreuses patientes répètent le processus de présentation de leur cas à un prestataire de soins et sont diagnostiquées à plusieurs reprises. Il y avait un manque de désignation des soins pour le TDPM chez les prestataires, ce qui a conduit à un effet de spectateur. Les patientes sont contraintes de prendre en charge elles-mêmes leurs soins, notamment avec des conditions chroniques ou rares. Et du coup, en fait, il y a tout un tas de barrières qui, en fonction de l'étape où en est la patiente, vont être plus ou moins présentes. Par exemple, entre le retard de consultation et diagnostic, effectivement, la patiente, elle, avec son vécu, son ressenti, elle va se dire peut-être qu'il n'y a peut-être pas besoin de consulter et tout ça. Par contre, une fois qu'elle est diagnostiquée et sur l'étape du traitement et justement du traitement continu, là, c'est les médecins qui vont pas faire le job. Et par contre, la barrière sociétale, elle va être présente à chaque étape. Ok. Donc la société pèse sur ces femmes-là. Ok. Donc on peut pas exclure ça. C'est pour ça que je vous dis au début, le contexte historique, le contexte culturel, le contexte social et tout ça, c'est important. Bah ouais, c'est important parce qu'en fait, ça joue un rôle, c'est une barrière qui peut être présente tout au long du parcours de soins de ces femmes. Ok. Je vous remonte, la barrière, elle est là. Hein. Tout au long du parcours de soins. Donc maintenant, on va voir ce qui peut être à l'origine en fait de ce TDPM. Donc le TDPM, c'est un trouble qui est lié à la sensibilité hormonale. Bon, ça normalement vous l'avez compris. Donc c'est une réponse comportementale anormale à des niveaux normaux de stradiol et de progestérone. Et donc en fait, on a certaines mutations génétiques qu'on peut retrouver, notamment sur le gène ESR1. Donc il existe des petites variations génétiques qui peuvent influencer en fait la manière dont le gène ESR1 va répondre aux oestrogènes. Voilà. Donc ce qui pourrait jouer un rôle justement dans les symptômes émotionnels et physiques ressentis avant les règles. Le récepteur il est un petit peu différent, et donc du coup ça engendre des réactions un petit peu différentes. On a un gène du récepteur à la sérotonine, donc on a un polymorphisme, donc c'est juste que faut juste se dire le gène il a des variantes, et là cette variante-là, du récepteur de la sérotonine, semble jouer un rôle dans le TDPM, en multipliant entre 2,5 et 3,6 le risque de souffrir de TDPM. Voilà. Et on a un autre polymorphisme qui est lié au transporteur de la sérotonine, qui semble jouer un rôle dans le TDPM, lui aussi pouvant multiplier par 2,5 le risque de souffrir de TDPM. Voilà. Donc c'est des petites variations génétiques qui font que, en fait, les femmes qui ont ça, ces variations, vont réagir de manière différente, voilà, aux oestrogènes ou à la sérotonine, et du coup ça va modifier leur réponse comportementale et augmenter le risque d'avoir un TDPM. Ensuite, alors, là on va parler encore de variantes génétiques et tout ça, mais en gros ce qu'il faut savoir c'est que chez les femmes saines, en phase folliculaire, donc c'est après les menstruations, c'est la première phase, je sais plus si j'avais dit, mais en gros oui, vous avez les règles, phase folliculaire, ovulation, phase lutéale. On va avoir certaines activations au niveau du cerveau qui sont en général normales et stables. Et ces régions qui sont impliquées dans la régulation des émotions et la modulation des réponses émotionnelles fonctionnent de manière optimale. Les femmes saines montrent une bonne régulation émotionnelle, et l'activation cérébrale dans ces zones est suffisante pour modérer les réactions émotionnelles à des stimulus négatifs. C'est pas moi qui ai mis stimuli. Phase lutéale. Après l'ovulation, avant les menstruations, donc, même en phase lutéale, les femmes saines montrent une activation relativement stable au niveau de ces zones du cerveau, bien que cette période soit marquée par des changements hormonaux, notamment la hausse de la progestérone. Les femmes sans TDPM continuent à avoir une régulation émotionnelle efficace, car l'activation de ces zones cérébrales reste suffisamment élevée pour maintenir un bon contrôle des émotions. Donc ça, en fait, c'est ce qui se passe chez les femmes saines, donc qui n'ont pas de TDPM. Maintenant, on va voir ce qui se passe chez les femmes qui ont un TDPM. Donc en phase folliculaire, les femmes qui ont un TDPM, elles montrent une légère diminution de l'activation de ces zones du cerveau, mais cette différence par rapport aux femmes saines n'est pas aussi prononcée. Et pendant la phase lutéale, il y a une diminution marquée de l'activation de ces zones-là, chez les femmes atteintes de TDPM, donc, et cette diminution elle est significative, et elle est liée à une moins bonne régulation émotionnelle, et à une exacerbation des symptômes émotionnels comme l'anxiété, la dépression et l'irritabilité. Donc en fait, c'est juste que on va avoir une activation qui va être différente au niveau des zones du cerveau, et ces femmes-là vont réagir différemment. Et pareil, en fait, si on regarde le génotype, en fait, on se rend compte que certaines femmes avec ce génotype-là, il va y avoir une grosse différence de réaction, en fait. Les femmes avec le génotype MET, donc celui-là ici,
atteintes de TDPM ont une réduction de l'activation plus marquée dans le cortex fronto-singulaire, ce qui pourrait contribuer à leur difficulté à réguler les émotions pendant cette phase critique du cycle menstruel. Donc en fait, les femmes atteintes de TDPM, c'est les femmes en blanc ici. Donc en fait là, il y a une différence, mais elle n'est pas significative. Ok, voilà, c'est un peu moins activé, mais c'est pas significatif. Et là, en fait, pendant la phase lutéale, ça devient un peu plus significatif, surtout chez les femmes qui ont ce génotype-là, où on voit, voilà, il y a une grosse différence. Ok, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est juste que les activations cérébrales, elles sont différentes. Ok, et de toute façon, on va voir ça tout au long on va voir ça plusieurs fois. Rôle de l'hérédité et de l'environnement. Donc ça, c'est des études qui sont un peu vieilles, il me semble, et qui concernent surtout le syndrome prémenstruel. Ok. Donc est-ce qu'on peut l'extrapoler au TDPM? Peut-être, je suis pas sûr à 100%. Mais en gros, quand on regarde les dyades mère-fille avec SPM, en fait, les symptômes prémenstruels plus sévères chez les dyades mère-fille qui ont un SPM que chez celles qui n'ont pas de SPM. Ok, il n'y a pas de différence significative dans la sévérité des symptômes entre les mères et leurs filles en phase post-menstruelle et prémenstruelle, mais les adolescentes ont rapporté plus de symptômes pendant la phase menstruelle que les mères. Voilà. Les symptômes prémenstruels et névrotiques sont influencés à la fois par des facteurs génétiques et environnementaux. Les influences environnementales jouent un rôle important, et en fait on a des concordances avec les jumeaux monozygotes qui nous dit que y a quelque chose d'héréditaire aussi. Mais là on est sur le SPM, donc je ne sais pas si on peut extrapoler ça tout à fait au TDPM. Voilà, ça c'est la petite chose à prendre en compte. Et donc on a vu qu'il y a une sensibilité aux hormones, ce qu'on a vu au début. Maintenant, on va essayer de comprendre un petit peu ce que ça implique et expliquer tout ça. Donc, on a le GABA et les neurostéroïdes, donc vous vous rappelez notamment ALO. Donc, les hormones stéroïdes neuroactives, telles que ALO, jouent un rôle crucial dans la modulation des récepteurs GABA dans le cerveau. Les femmes atteintes de TDPM montrent des réponses anormales à ces hormones. Les niveaux fluctuants de ces stéroïdes à travers le cycle menstruel sont liés au changement d'humeur dans le TDPM. On a des études d'imagerie qui ont montré que des altérations dans le métabolisme cérébral, la transmission de la sérotonine et du GABA, on a vu tout à l'heure aussi que justement les récepteurs et tout ça c'était un petit peu différent sur la sérotonine, ainsi qu'une activité accrue au niveau de l'amygdale et une activité réduite dans le cortex frontal chez les femmes atteintes de TDPM. Le TDPM pourrait être causé par une sensibilité anormale aux fluctuations hormonales normales. Voilà. Et en fait, quand on regarde les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, qui sont des antidépresseurs, c'est le traitement de première ligne dans le TDPM en général. En fait, 50% des patientes ne répondent pas à ce traitement. C'est pour ça qu'au début, on a vu, ouais, on en donne, certains ça améliore un petit peu, certains ça améliore pas, certains ça améliore complètement. Ce qui suggère en fait qu'il y aurait des sous-types biologiques du TDPM. Ok, donc le TDPM, ça serait une grande catégorie, et il y a différents TDPM au sein de ces catégories. Et donc des médicaments modulant les récepteurs GABA, comme le brexanolone, ont également montré des résultats prometteurs pour traiter ce trouble. En fait, après, il faut sous-grouper les patientes, et en fonction du sous-groupe, administrer le bon traitement. Okay, c'est simple, si vous donnez des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, vous allez peut-être aider 50%, mais les autres 50%, on en fait quoi? En fait, il faut sous-grouper, peut-être qu'elles répondront mieux à d'autres médicaments. Voilà, donc on a des sous-types de TDPM, parce qu'il y a une hétérogénéité dans le TDPM, avec différents types de symptômes, certains qui vont être plus psychologiques, d'autres plus physiques, des fois mixtes, et des réponses variables au traitement. Et donc l'identification de sous-types spécifiques, ça pourrait permettre de mieux comprendre la biologie sous-jacente de ce trouble. Et en fait, ils ont fait une expérience, par exemple, on va voir comment ça se traduit justement cette sensibilité accrue donc aux hormones, mais en fait, ça se traduit, et l'activation, c'est pas qu'aux hormones, là, c'est aussi l'activation cérébrale qui est différente, mais comment ça peut se traduire dans certaines études? En fait, ils ont fait un test de sursaut acoustique, donc en gros, on mesure la réaction de clignement des yeux à des sons soudains, ok, donc vous avez on vous fait écouter un son et on voit comment vous réagissez au son, et on regarde l'inhibition de sursaut avec préplus, donc en gros, là, c'est la capacité à inhiber une réponse de sursaut. Donc en gros, et à un moment donné, pour faire très simple, c'est comme si on vous met un casque sur les oreilles, vous êtes comme ça, et puis d'un seul coup, on vous met un son pour créer une réaction. Et avant, donc ça c'est le premier. Et après l'autre, en fait, on vous met un petit son avant de balancer le gros son pour vous dire ça va arriver et que vous puissiez vous préparer. Et du coup, normalement, ça inhibe un peu la réaction. Vous y attendez, donc vous réagissez différemment. En fait, les patientes atteintes de DPM, elles ont montré une réponse de sursaut significativement plus élevée que les femmes du groupe contrôle, donc santé DPM, quelle que soit la phase du cycle menstruel. Donc ça c'est intéressant en fait, c'est quelque chose qui est présent tout au long du cycle. Et les femmes atteintes de TDPM ont montré une réduction
de l'inhibition du sursaut. Donc quand on met le petit son avant pour prévenir, bah, en fait, il y avait moins cette réduction en fait du sursaut. Mais c'est unique. Mais ça, par contre, ça a été présent uniquement lors de la phase vitale tardive, donc au moment où les symptômes sont le plus importants. Donc l'inhibition du sursaut, donc ouais, c'est pas une très bonne traduction ça, donc était particulièrement altérée chez les femmes atteintes de TDPM ayant des niveaux élevés d'anxiété et de dépression. Ces résultats suggèrent que les femmes atteintes de TDPM sont plus sensibles aux fluctuations des stéroïdes ovariens, ce qui pourrait expliquer l'augmentation des symptômes physiques et émotionnels pendant la phase lutéale. Et donc ce déficit, quand on met le prépulse, observé pourrait indiquer une perturbation dans les mécanismes d'inhibition sensorielle contribuant à la sensibilité accrue aux stimuli chez ces patientes. Donc en fait, elles arrivent moins à inhiber certains stimulus ou des choses comme ça, et donc du coup, ce qui engendrerait des réactions qui seraient différentes des femmes qui n'ont pas de TDPM. Donc on a une sensibilité accrue aux fluctuations hormonales. Bien que les niveaux de progestérone et d'œstrogène ne soient pas directement responsables, la phase lutéale est associée à des changements hormonaux importants. Chez les femmes avec TDPM, ces variations pourraient exacerber la réponse de sursaut, leur cerveau réagissant plus intensément aux stimulus émotionnels ou sensoriels. Bon, à chaque fois c'est stimuli, mais c'est la traduction, normalement en langue française on utilise, même s'il y en a qui disent stimuli, alors normalement la version officielle c'est stimulus, hein, au pluriel. Impact sur le filtrage sensoriel et émotionnel, donc quand on met l'inhibition, le petit sous-inhibiteur, et que cette inhibition elle est plus faible, et ben ça signifie que ces femmes ont une réduction de la capacité de filtrage des stimulus durant cette période, et ça peut rendre en fait plus vulnérables aux réactions exagérées face au bruit. Mais là, ils ont testé le bruit, mais si c'est un stress, si c'est des stimulus autres dans l'environnement, et ben en fait ça, voilà, elles vont réagir différemment ou de manière peut-être exagérée, et ça pourrait contribuer aux symptômes émotionnels comme l'irritabilité et l'anxiété qui peut être ressentie notamment en deuxième partie, enfin au moment où les symptômes sont le plus présents. Maintenant, on va attaquer la partie TDPM et santé mentale. Donc là, on va commencer avec la première sous-partie, lien entre TDPM et PTSD. Donc le PTSD, c'est le syndrome de stress post-traumatique. Donc on a une étude longitudinale, donc ça veut juste dire qu'on suit les gens, auprès de 1488 femmes, âgées de 14 à 24 ans, donc relativement jeunes. On les a suivies sur une période de 40 à 52 mois. Et cette étude, elle a montré que la majorité des femmes atteintes de syndrome de stress post-traumatique et de TDPM, donc en fait, ont subi des traumatismes avant l'apparition du TDPM. Ok ? Ça inclut les abus physiques, sexuels et d'autres événements traumatiques majeurs, soulignant un lien potentiel causal entre les traumatismes et le développement du TDPM. Ok ? L'étude met également en lumière les fortes comorbidités entre le TDPM et d'autres troubles mentaux, notamment les troubles anxieux, les troubles de l'humeur et les troubles somatoformes. Qu'est-ce que ça veut dire comorbidité ? Ça veut dire que quand vous en avez un, vous avez en gros il y a peut-être plus de risque d'en avoir d'autres. Une autre étude a montré que les femmes ayant un historique de traumatisme et de PTSD ont 8,14 fois plus de risques de développer un TDPM comparé aux femmes n'ayant pas subi de traumatisme. Même les femmes ayant subi un traumatisme sans syndrome de stress post-traumatique sont 2,8 fois plus susceptibles d'avoir un TDPM. Pourquoi ? En fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre de ça ? C'est juste que en fait, le fait d'avoir un traumatisme, parce qu'un traumatisme n'engendre pas forcément un syndrome de stress post-traumatique, mais si vous avez un traumatisme, ça augmente de 2,8 fois le risque que vous ayez un TDPM. Par contre, s'il y a en plus donc le PTSD, c'est 8,14 fois plus de risque. Okay ? Et l'étude, elle montre une relation graduelle entre le nombre de traumatismes subis et le risque de développer un TDPM. Donc en fait, plus vous avez de traumatisme, plus vous avez de risque de développer un TDPM. Ensuite, là, c'est assez intéressant. Donc, juste, on va faire un petit parallèle avec le SPM. Donc, quand on parle de SPM, il semble que les abus subis durant l'enfance, en particulier émotionnel, physique, augmentent significativement le risque de SPM à l'âge adulte. Ok, mais là, on est dans le SPM. Même quand on a juste après avec des facteurs du type obésité et tabagisme. Les résultats suggèrent que les effets physiologiques durables des abus peuvent altérer les réponses au stress, voilà, contribuant ainsi au développement du SPM. Mais là, on va revenir sur le TDPM. Et alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que dans cette étude-là, alors je vais vous le dire à la fin, j'essaie de le garder en tête. Donc 83% des femmes atteintes de TDPM avaient subi un traumatisme durant leur enfance. Abus émotionnel, c'était le plus fréquent, 71%. Négligence, 25%. Abus sexuel, 24%. Abus physique, 21%. Plus de la moitié, 51,8% des femmes, avaient subi des traumatismes dans toutes les tranches d'âge de 0 à 18 ans. Donc ça c'est une étude qui a été menée en Australie. C'est celle-là, voilà.
en Australie, donc plus de la moitié, donc 51,8% des femmes qui ont subi des traumatismes dans toutes les tranches d'âge de 0 à 18 ans, c'est quand même une stat qui fait un peu peur quand même. Je trouve que c'est une stat qui fait un peu peur. Le taux de traumatisme dans l'enfance chez les femmes atteintes de TDPM était significativement plus élevé que dans la population générale australienne, en particulier pour les abus émotionnels, 61,9% de plus. Ces résultats renforcent l'idée que les femmes qui souffrent de TDPM sont plus susceptibles d'avoir subi des traumatismes chroniques durant l'enfance, en particulier des abus émotionnels. L'exposition prolongée à des traumatismes pourrait jouer un rôle dans le développement du TDPM affectant les systèmes neuro-endocriniens, donc l'axe HPA, donc c'est hypophyso-surrénalien. Et donc l'étude souligne l'importance de considérer l'historique de traumatisme chez les femmes souffrant de TDPM et suggère que les recherches supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre le lien entre les traumatismes précoces et le développement du TDPM. Une étude suédoise n'a pas confirmé ces résultats, sauf pour l'exposition à la violence qui reste fréquente et qui peut avoir des conséquences sur les symptômes qu'elles éprouvent à l'âge adulte. Et du coup, on va parler de ça après. On va revenir sur cette étude australienne. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Déjà, c'est une étude assez particulière parce qu'ils ont pris ces femmes-là dans des cliniques psychiatriques. Ok, donc c'est des femmes, voilà. Vous vous rappelez, c'est un trouble qui peut toucher la sphère psychiatrique, psychologique, endocrinologique, gynécologique. Donc en fait, on peut recruter les femmes dans différentes catégories de soins. Ces femmes-là sont issues de la partie psychiatrique. Ok, donc forcément, comparé à si on prend la population gynécologique, les troubles psychiatriques vont être différents. En tout cas, dans cette population-là, on retrouve donc on retrouve donc des traumatismes dans l'enfance qui sont liés au TDPM du coup. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être, quand vous êtes médecin, gynécologue, peu importe, et que vous travaillez avec des femmes et que vous soupçonnez un TDPM, peut-être qu'elle n'a pas subi de traumatisme dans l'enfance, mais peut-être que c'est quelque chose à aller explorer. Ok? Donc, effectivement, si on fait une consultation qui dure 5 minutes 30, ça va être difficile d'explorer ça. Mais si on soupçonne un TDPM, ça vaut peut-être le coup de poser ce genre de questions. Ok? Après, outils de communication. Est-ce que je peux vous poser... j'ai des questions à vous poser. Elles peuvent sembler intrusives, elles peuvent vous mettre mal à l'aise. Est-ce que je peux vous les poser? La patiente dit oui, vous posez la question, et derrière, elle peut dire « Ah non, mais en fait, j'ai pas envie d'y répondre. » Ok? On ne force pas les patients à répondre aux questions. Bon, après, quand vous êtes... Enfin, voilà, c'est... On prévient qu'on va poser des questions intrusives, et même si on a le consentement de la personne est toujours libre de ne pas y répondre. Ok? Ok. Et donc, en fait, ces études-là montrent des résultats différents, et on va voir pourquoi. En fait, c'est pas la même population étudiée. En fait, d'un côté, on a un milieu gynécologique, de l'autre, un milieu psychiatrique, donc du coup, forcément, le vécu des patientes, l'historique, il est différent. Différence dans les violences. Violences physiques, émotionnelles et sexuelles subies tout au long de la vie versus des formes spécifiques de traumatisme précoce, y compris la négligence et l'abus émotionnel. On n'étudie pas les mêmes violences, les résultats sont différents. Outils de mesure. On peut avoir des entretiens structurés versus des questionnaires rétrospectifs, des méthodes différentes, des résultats différents. Critères de diagnostic. Donc les deux utilisent des critères diagnostiques stricts pour définir le TDPM, mais l'étude suédoise exclut les femmes souffrant de troubles psychiatriques comorbides. Donc forcément, on va retrouver beaucoup moins de problèmes psychiatriques, ce qui pourrait avoir réduit la prévalence des traumatismes signalés versus inclusion des femmes présentant des comorbidités psychiatriques, comme la dépression et le PTSD, ce qui pourrait augmenter les taux de traumatisme rapportés. Voilà. Donc, en fait, après, ça va dépendre du contexte. Quelle est l'histoire de votre patiente? Si vous êtes patiente, quelle est votre histoire à vous? Ok, voilà, en fonction de votre passé, de votre historique et tout ça, vous allez rentrer peut-être plus dans la catégorie gynécologique, peut-être plus dans la catégorie psychiatrique, voilà. Puis ça, en fait, faut commencer à réfléchir. Ok, là, on n'est plus dans le TDPM avec, c'est juste une variation, une réaction anormale aux variations des hormones et tout ça. Là, on est allé un peu, plus loin hein, dans le raisonnement et tout ça. Donc, voilà, il faut s'intéresser un petit peu à la question. Et donc là, on reste dans le lien entre TDPM et santé mentale, sauf que là, on va pas faire le lien avec le PTSD, on va faire le lien avec les suicides. Donc on a une revue systématique qui a pris des études entre 1989 et 2019, qui a montré qu'il y avait une association forte et significative entre TDPM et présence de, que ce soit pensée, idéation suicidaire, plan, tentative de suicide et tout ça, indépendamment de la comorbidité avec d'autres troubles psychiatriques. Les femmes souffrant de TDPM ont un risque accru de pensée et de comportement suicidaire, comparé aux femmes souffrant de SPM, mettant en évidence la gravité particulière du TDPM. Donc on est toujours dans cette distinction, le TDPM c'est pas un simple SPM, c'est une entité vraiment à part.
L'étude n'a trouvé aucune corrélation entre la phase lutéale, donc avant les menstruations, et l'augmentation des tentatives de suicide, malgré que c'est pendant cette période-là que les symptômes du TDPM sont le plus présents. Après, peut-être que ça peut s'expliquer par le fait que, de manière générale, le cerveau, il fonctionne de manière différente chez ces femmes-là, et en fait, il y a des changements qui sont permanents, hein, qui ne sont pas présents que à ce moment-là du cycle, hein. Il y a des changements qui sont stables dans le temps, comme on a pu voir un petit peu plus tôt dans la vidéo. Le TDPM devrait être considéré comme un facteur de risque élevé pour la suicidabilité, nécessitant des stratégies de prise en charge adaptées pour atténuer les symptômes. Voilà, donc là on retombe sur le fait qu'il faut que les professionnels de santé connaissent ce trouble pour pouvoir l'identifier et le prendre en charge dans sa globalité. Ok. Bon, après il y a quelques limites, bien évidemment, donc biais de rappel, les diagnostics de TDPM sont souvent basés sur des rappels rétrospectifs des symptômes. Donc ça on sait que effectivement il faudrait, c'est pas le top. Besoin d'études longitudinales avec des recherches en fait, donc en suivant les symptômes et les risques suicidaires au quotidien en fonction du cycle, ok, pour savoir vraiment à quel moment du cycle, qu'est-ce qui se passe, en gros qu'est-ce qui se passe à chaque moment du cycle. Incapacité à inférer la causalité, bien que des associations significatives aient été trouvées entre le TDPM et les pensées suicidaires, cette revue ne peut pas établir en fait de lien de causalité. Les tentatives de suicide peuvent être influencées par plusieurs facteurs et le TDPM n'est qu'un élément parmi d'autres. Et en plus, ils ont inclus en fait dans cette étude que les personnes qui avaient des plans ou des tentatives ou des idéations, mais aucun suicide qu'on appelle complété ou qui allait jusqu'au bout. Ok. Donc c'est pareil, donc ça exclut une certaine partie des patients de potentiellement TDPM en fait. Pour les études les plus anciennes, donc le TDPM à la base c'était le trouble dysphorique lutéal tardif ou quelque chose comme ça, avec des critères un peu différents. Ou SPM sévère ou extrême, vous savez que c'est DSM-5 c'est 2013 maintenant, DSM-4 avant, mais avant peut-être que les critères diagnostiques étaient différents, moins clairs, moins précis, et du coup bah, ça peut faire varier un petit peu la population étudiée. Mais ensuite on a une méta-analyse, et on retrouve toujours un risque accru de tentative de suicide chez les femmes avec TDPM. Donc les femmes atteintes de TDPM ont près de 7 fois plus de risque de faire une tentative de suicide que celles sans TDPM, sans trouble prémenstruel. Et les femmes atteintes de SPM ont un risque de plus élevé d'idéation suicidaire par rapport aux femmes sans troubles prémenstruels, mais leur risque de tentative de suicide est moins marqué. Donc ok, un risque plus élevé d'idéation, mais moins de tentatives. Ok. Ces résultats montrent que les symptômes prémenstruels, surtout en cas de TDPM, sont des facteurs de risque importants de comportement suicidaire. Ok. Faut pouvoir identifier pour traiter de manière globale cette pathologie. Et les auteurs ils recommandent que les professionnels de santé prennent en compte les symptômes de TDPM et de SPM dans les évaluations du risque de suicide. Certaines limites encore, notamment le fait qu'il y a des études incluses qui utilisaient des critères de diagnostic provisoires ou rétrospectifs pour le TDPM, et on sait que ça a tendance à augmenter, à surestimer un petit peu la présence d'un TDPM. Donc maintenant on va sortir de TDPM et santé mentale, et on va voir en fait d'autres troubles, ok, qui peuvent être associés au TDPM. Notamment la migraine, et en fait on retrouve une prévalence élevée de migraine chez les patientes atteintes de TDPM, ok, d'après une étude rétrospective. Donc on a une comorbidité élevée entre le TDPM et la migraine, avec donc il y avait 83 patientes atteintes de TDPM, 68,7% de ces 83 patientes ont présenté des migraines. Okay. Après, il y avait différents types de migraines. Okay. Donc, il y avait 57,8% qui présentaient une migraine sans aura, 10,8% avaient une migraine avec aura typique, 91,7% des femmes souffrant de migraines sans aura présentaient des migraines menstruelles, survenant généralement entre 2 jours avant et 3 jours après le début des règles. Donc voilà, ça pourquoi je vous dis ça, bah en fait, si vous êtes professionnel de santé, ça peut peut-être vous permettre, pas forcément partie des critères diagnostiques, mais voilà, ça permet de comprendre le patient ou la patiente que vous avez en face de vous, et ça permet, ça peut être une piste aussi en plus, voilà, de connaître la pathologie. Traitement du TDPM et précautions, donc le TDPM est généralement traité par les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine. Cependant, en gynécologie, les contraceptifs oraux sont souvent utilisés pour traiter le TDPM, et il est important de noter que les contraceptifs oraux sont contre-indiqués chez les patientes souffrant de migraines avec aura en raison d'un risque accru de complications vasculaires. Ok. Donc, pourquoi aussi connaître ça justement? Bah, savoir ça. Hein, quand on est médecin, on prescrit des choses, donc il faut connaître toutes les interactions et tout ce que chaque prescription peut engendrer. L'étude souligne une prévalence plus élevée que la normale des migraines chez les patientes atteintes de TDPM. Ok.
Ensuite, on peut avoir donc un lien entre TDPM et des dysfonctions sexuelles, ok? Donc, en fait, pourquoi je vous dis ça aussi, c'est pour comprendre hein, que ça touche tout un tas de choses, hein, ok? On a vu que bon, ça jouait sur l'humeur, on a vu que ça jouait sur la santé mentale, on a vu que ça joue sur les migraines, on voit que ça joue sur la fonction sexuelle. En fait, ça joue sur toute la vie des patientes qui sont touchées par ça. Donc le TDPM et la dysfonction sexuelle féminine sont deux conditions qui ont un impact significatif sur la qualité de vie des femmes. Les symptômes émotionnels du TDPM, tels que la dépression et l'anxiété, peuvent directement affecter la fonction sexuelle. De plus, les changements hormonaux, en particulier les fluctuations de l'halo, on avait dit qu'on dirait halo, peuvent influencer à la fois l'humeur et la fonction sexuelle. Les troubles psychiatriques, tels que la dépression et l'anxiété, qui sont couramment associés au TDPM, sont également liés à la dysfonction sexuelle. Okay, et donc en fait, ces comorbidités, elles peuvent exacerber les symptômes des deux conditions. Voilà. Donc le TDPM peut influencer la dysfonction sexuelle, et la dysfonction sexuelle peut influencer le TDPM. Donc TDPM et dysfonction sexuelle ont tous deux un impact négatif sur la qualité de vie des femmes, affectant non seulement leur bien-être émotionnel et physique, mais aussi leurs relations intimes et leur productivité au travail. Les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, souvent utilisés pour traiter le TDPM, peuvent entraîner des effets secondaires sexuels aggravant donc cette dysfonction sexuelle. Donc la petite infographie pour comprendre donc TDPM, les symptômes physiques, ok, donc ça peut être ballonnement, les douleurs, la fatigue. Les symptômes psychologiques, anxiété, irritabilité, manque de concentration, atteinte du sommeil aussi. Et là, on a la dysfonction sexuelle, donc qu'est-ce que ça représente? Bon, ça représente les troubles de l'excitation, ça peut être des douleurs pendant certains rapports, des troubles au niveau pour atteindre l'orgasme, une baisse de la libido, tout un tas de choses, voilà. Et donc ces deux-là peuvent être liés et s'alimenter entre guillemets l'un l'autre. En fait, les deux, ils sont connectés sur plusieurs plans en fait. Il y a une comorbidité psychologique, ok, donc avec des symptômes de l'humeur, voilà, les troubles de l'humeur comme la dépression et l'anxiété sont fréquents chez les femmes atteintes de TDPM, ça on le sait, et ces troubles affectent également la fonction sexuelle. Donc forcément, ça peut alimenter ça. Il y a des facteurs sociaux, les deux troubles peuvent affecter les relations interpersonnelles, en particulier dans le cadre des relations intimes, effectivement. Comorbidité médicale, dépendance à la nicotine, il existe une relation entre la consommation de nicotine, c'est ce qu'il y a écrit ici, et voilà, moi c'était surtout maladie métabolique. Les troubles métaboliques comme le diabète peuvent interférer à la fois avec les symptômes du TDPM et la fonction sexuelle, ok. On a aussi l'obésité qui va jouer un rôle. L'obésité est liée à des problèmes hormonaux et cardiovasculaires qui peuvent aggraver à la fois le TDPM et la dysfonction sexuelle. Facteurs biologiques, donc il y a une étiologie commune, les deux conditions pourraient partager une base biologique commune impliquant des déséquilibres hormonaux ou des sensibilités particulières aux fluctuations hormonales. Voilà. Médicaments, certains médicaments en particulier, ceux utilisés pour traiter le TDPM comme les antidépresseurs, peuvent également avoir des effets secondaires, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc le TDPM et la dysfonction sexuelle féminine partagent plusieurs points communs, tant sur le plan psychologique, social, médical que biologique. Okay, donc c'est un tout. Ces facteurs interdépendants expliquent pourquoi ces deux troubles sont souvent associés et peuvent se renforcer mutuellement. Cela souligne l'importance d'une prise en charge globale qui tienne compte des différents aspects de la santé des patients pour traiter à la fois le TDPM et la dysfonction sexuelle féminine. Ok ? Et donc là, on va voir que les femmes atteintes de TDPM, en fait, elles ont un fonctionnement, notamment au niveau du cerveau, qui va être différent des femmes des groupes contrôle, des femmes saines. Ok ? Donc, on va avoir pas mal d'études sur le sujet. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que justement, les femmes atteintes de TDPM, elles présentent un volume de matière grise significativement plus élevé dans le cervelet postérieur par rapport aux femmes saines. Cette différence, elle est particulièrement marquée dans les zones du cervelet associées au traitement émotionnel. Et en gros, ce que les chercheurs ont remarqué, moi j'ai juste lu, chez les femmes en bonne santé, il existe une corrélation négative entre l'âge et le volume de la matière grise. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les femmes, dans cette partie-là du cerveau, plus elles vont vieillir, plus la matière grise, elle va diminuer, signe de la vieillesse. Mais en fait, cette corrélation, elle est absente chez les femmes atteintes de TDPM, suggérant en fait qu'il y a une protection relative contre la perte de matière grise liée à l'âge dans cette région. Et justement, c'est une des hypothèses explicatives, les symptômes récurrents et la régulation émotionnelle accrue dans le TDPM pourraient fonctionner comme un exercice mental, et en fait ça va préserver la matière grise dans ces zones-là.
Au même titre que par exemple si vous jouez aux échecs, bah ça va maintenir on va dire votre mémoire, ça va maintenir votre réflexion. Et bah là en fait traiter des émotions, ça va maintenir les zones qui traitent les émotions, ça va les entretenir, ok? Et elles vieilliront moins. Une autre hypothèse, c'est que des niveaux élevés de leptine, donc c'est une hormone, on s'en fiche, et en fait on sait que a priori des études indiquent que les femmes atteintes de TDPM en fait elles présentent des niveaux de leptine plus élevés, en particulier pendant la phase lutéale, lorsque les symptômes sont les plus prononcés. Et en fait, la leptine, c'est une hormone qui a des effets neuroprotecteurs. Et donc du coup, ça pourrait jouer un rôle dans la préservation du volume cérébelleux chez les femmes atteintes de TDPM. Donc un entraînement plus une activité neuroprotectrice d'une hormone qui est plus sécrétée chez ces femmes-là. Le TDPM est associé à une augmentation du volume de matière grise dans le cervelet, particulièrement dans les zones liées aux émotions, c'est ce que je vous disais juste avant, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Ensuite, là on va changer de partie du cerveau, et donc les femmes avec un TDPM présentent une diminution de la densité de matière grise dans le gyrus para-hippocampique gauche, ok? Faut retenir ça, parce qu'en fait, elles ont aussi une augmentation de la densité dans le gyrus hippocampique gauche, en comparaison avec les témoins. Et ces différences dans les densités... En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est juste qu'il y a une diminution de la densité de la matière grise à un endroit, et une augmentation de la densité de la matière grise à un autre endroit. Voilà. Ces différences dans les densités de matière grise n'étaient pas significativement corrélées avec la sévérité des symptômes du TDPM, ok? Donc c'est pas parce que plus il y a cette différence-là, plus les symptômes sont importants. Mais en fait, il faut savoir que le gyrus para-hippocampique et le gyrus hippocampique font partie du système limbique et paralimbique, qui en fait traitent les émotions, la mémoire, et c'est surtout ça en fait, émotions et mémoire. Ces anomalies de la matière grise suggèrent un rôle potentiel du dysfonctionnement de ces régions dans la pathophysiologie du TDPM, pouvant influencer la perception et la régulation des émotions chez les femmes atteintes. En fait, il y a des... Voilà, l'organisation cérébrale, elle est différente, donc du coup, on va avoir, donc, notamment dans les zones qui traitent les émotions, donc du coup, on va avoir un traitement des émotions qui va être différent. Il y a une hypothèse de compensation, ok, donc les chercheurs, ils ont émis l'hypothèse que l'augmentation de la densité de la matière grise à un endroit, ça pourrait refléter un mécanisme de compensation qui permette aux femmes atteintes de TDPM de mieux inhiber les expériences émotionnelles négatives malgré des difficultés dans la régulation émotionnelle. Voilà. Donc en gros, il y aurait moins de matière grise à un endroit, il en faudrait plus à un autre endroit pour compenser. Et ces résultats renforcent l'hypothèse selon laquelle le TDPM pourrait être lié à des difficultés dans le traitement et la régulation des émotions influencées par des changements structurels dans le système limbique. Okay, donc on a cette réaction, on va dire, anormale à des fluctuations d'hormones normales, mais en fait, voilà, on va avoir une organisation au niveau cérébral qui va être différente. Okay, là, on a vu le cervelet, on a vu tout ce qui se passe au niveau du système limbique et paralimbique. Ça fait déjà 2 zones. Ok. Là, on change d'étude. Et dans celle-là, les femmes atteintes de TDPM, elles montrent une augmentation significative de l'activité de l'amygdale. Donc là, on change de zone du cerveau en réponse à des mots négatifs dans la phase prémenstruelle par rapport à la phase post-menstruelle. Ok. Ce qui n'est pas observé chez les femmes asymptomatiques. Toujours pareil, on compare avec les femmes saines. Cette réponse amplifiée de l'amygdale indique une sensibilité accrue aux émotions négatives. Ok. Donc on a encore une zone du cerveau où il y a un fonctionnement qui va être différent. Contrairement aux femmes asymptomatiques, les femmes avec TDPM présentent une faible activation du cortex orbiton-frontal médian en réponse aux stimulus négatifs dans la phase prémenstruelle. Cela suggère un déficit dans la régulation émotionnelle et le contrôle inhibiteur. On revient toujours aux mêmes choses. Hein. En fait, je vous fais tout ça pour vous montrer que ça touche toutes les zones du cerveau. Dans la phase prémenstruelle, les femmes atteintes de TDPM montrent une réduction de la réponse du striatum ventral au stimulus positif, ce qui peut refléter une diminution de la motivation et du traitement des émotions positives. Donc en fait, on a une réaction différente, on va dire, par rapport aux émotions négatives, une diminution de la motivation et du traitement des émotions positives, et donc du coup, on se retrouve avec quelque chose de déséquilibré qui peut expliquer donc tous les symptômes qu'on retrouve, donc notamment l'anxiété et tout ça. L'étude met en évidence des altérations neurobiologiques spécifiques dans le traitement des émotions chez les femmes atteintes de TDPM, en particulier une sensibilité accrue aux stimulus négatifs et une diminution de la réponse aux stimulus positifs. Okay, c'est exactement ça. Sensibilité accrue quand il y a quelque chose de négatif qui se passe, et une diminution de la réponse quand il y a quelque chose de positif qui se passe.
Donc là, on a une dérégulation entre les deux, bah, du coup, on se rend compte que, comme je disais tout à l'heure, on peut tomber dans l'anxiété, troubles dépressifs et des choses comme ça. Les résultats suggèrent un modèle neurobiologique du TDPM caractérisé par une hyperactivité limbique, au niveau de l'amygdale notamment, combinée à une régulation déficiente par les régions frontales limitant le contrôle émotionnel. Ces découvertes renforcent l'idée que le TDPM est associé à une altération des circuits cérébraux, enfin de circuits cérébraux spécifiques, voilà. Et donc ça, le fait de savoir ça, bon bah ça pourrait guider le développement de traitements qui vont cibler justement ces zones-là. Je regarde, ok, ouais, on est encore, ça c'est encore une autre étude. Contrairement aux attentes, les femmes avec TDPM ont montré une réactivité bilatérale de l'amygdale plus élevée en phase folliculaire qu'en phase lutéale. Ok, on pourrait s'attendre à ce que ce soit l'inverse, vu que c'est en phase lutéale où il y a les symptômes. Bah en fait, pas forcément. Toujours pareil en comparaison avec les témoins. Chez les femmes avec TDPM, la réactivité de l'amygdale en phase folliculaire était positivement corrélée au niveau de progestérone, malgré des niveaux relativement bas dans cette phase. Je vous rappelle, la première phase, donc la phase folliculaire, juste après les règles, la progestérone elle est plutôt basse. Et même si elle est basse, bah en fait la réactivité de l'amygdale elle va dépendre de ces niveaux de progestérone. Donc les femmes avec TDPM ayant des scores élevés, alors c'est l'anxiété de trait, je sais pas comment ça se traduit vraiment en français. Je vais vous l'expliquer. Je garderai le mot anxiété trait pour en parler, mais en fait l'anxiété, bon, je vous l'ai mis là en fait, l'anxiété trait de trait ou l'anxiété trait, c'est un type d'anxiété qui est décrit, c'est une anxiété qui est durable en fait et stable chez une personne face à une situation qu'on peut considérer comme stressante ou menaçante, ok. Et en fait c'est en opposition à l'anxiété de situation où c'est une réaction ponctuelle à un événement stressant, menaçant. Et voilà, donc l'anxiété trait, c'est vraiment une caractéristique persistante de l'anxiété. Et donc les femmes avec TDPM ayant des scores élevés d'anxiété trait ont montré une augmentation de la réactivité de l'amygdale en phase lutéale en comparaison avec celles ayant une faible anxiété et avec les témoins. L'étude remet en question l'hypothèse d'une augmentation de la réactivité de l'amygdale en phase lutéale uniquement, suggérant que la réactivité peut être influencée par d'autres facteurs comme l'anxiété de trait. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Oui, effectivement, les symptômes ils vont être présents surtout dans la deuxième phase du cycle, voire fin de deuxième phase. Mais en fait, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des... Vu que le cerveau fonctionne de manière un peu différente, bah, il y a des choses qu'on peut retrouver même en dehors de ces phases-là. Et c'est pas la première fois que je dis ça, hein. Même en phase folliculaire, même tout au long du cycle, des fois, on peut retrouver certaines choses. Le lien entre la progestérone et la réactivité de l'amygdale en phase folliculaire, inattendu car cette hormone est habituellement basse durant cette phase, ça maintenant vous le savez, souligne une possible hypersensibilité hormonale dans le TDPM. C'est toujours pareil, il y a des taux qui sont normaux, mais les réactions par rapport à ces taux normaux, elles vont être disproportionnées, on va dire. On a bientôt fini là, hein. Donc là, pareil, on va voir en fait différentes zones du cerveau, mais qu'on a déjà plus ou moins vues. Donc l'amygdale montre une activité accrue en réponse au stimulus émotionnel, particulièrement dans la phase lutéale chez les femmes atteintes de TDPM. Là, vous allez vous dire, c'est l'inverse de ce qu'on a vu juste avant, où ils disent qu'en fait, ils l'ont vu en phase folliculaire. En fait, c'est juste que les moyens d'étude sont différents. Il y en a un, c'est l'IRM fonctionnel, l'autre, c'est une vision plus globale en prenant en compte toutes les connexions cérébrales et une vision plus globale. Voilà. Qu'est-ce qui est vrai, enfin, qu'est-ce qui se rapproche le plus de la réalité? Je peux pas vous le dire, je pense qu'il faut attendre un petit peu pour qu'on en soit sûr. Ok. Les femmes atteintes de TDPM présentent une densité de matière grise accrue dans l'hippocampe, cette région sensible aux variations d'œstrogènes, joue un rôle clé dans la mémoire émotionnelle et pourrait contribuer à la persistance des symptômes émotionnels. Donc voilà, en fait, vous voyez, c'est toujours pas. Il y a des zones qui réagissent différemment aux hormones, mais en plus, du coup, en fait, le fait qu'elles soient stimulées, ces zones, elles se développent. Et après, en fait, le fait de se développer fait que en fait, les changements ils sont stables dans le temps, hein. C'est de la matière grise, elle part pas, elle revient en fonction du cycle, dès qu'elle est là et qu'elle est présente, elle reste, ok. La connectivité entre l'amygdale, l'hippocampe et le cortex préfrontal montre des variations importantes affectant la capacité de régulation émotionnelle. En phase lutéale, l'inhibition exercée par le cortex préfrontal sur l'amygdale diminue, ce qui pourrait exacerber les réponses émotionnelles. Encore une explication en fait des symptômes chez ces femmes-là.
Ensuite, quand on regarde, alors le DMN, c'est quoi? C'est le réseau en mode par défaut, ok, et le ECN, c'est le réseau exécutif. Je vous ai mis ça ici. En fait, le mode par défaut, pour le comprendre, c'est l'activité lorsque le cerveau il est au repos, ok. C'est quand en fait vous avez vous êtes dans votre tête, le mode, on va dire, c'est le mode que vous avez par exemple quand vous conduisez, voilà, vous conduisez, vous connaissez bien la route, faut pas que vous soyez, voilà, et en gros, bah, les pensées vous traversent, vous mettez votre attention vers rien. Après, on a le réseau de science. Le réseau de science, là, c'est un réseau qui va identifier et prioriser les stimulus importants. Donc, en fait, c'est par exemple, vous pensez, vous pensez, vous pensez, et puis d'un seul coup, vous vous rappelez que vous avez au fur et à mesure des pensées que vous aviez en mode par défaut, d'un seul coup vous vous rappelez, ah, est-ce que je suis parti, j'ai éteint le gaz chez moi, et là d'un seul coup donc vous allez vous penser vers ça, là ça va être le réseau de science, et après on a le réseau exécutif, ok, c'est le réseau qui est responsable des fonctions cognitives actives comme la prise de décision, la gestion des tâches complexes, la régulation consciente des émotions. Et en fait, donc le mode par défaut et le réseau exécutif sont moins bien régulés chez les femmes atteintes de TDPM, ce qui rend difficile le contrôle des émotions en phase lutéale. Voilà. Le lobe temporal, en particulier l'amygdale et l'hippocampe, sont fortement, du coup, le lobe temporal est fortement impliqué dans la pathophysiologie du TDPM et aussi du SPM, notamment en réponse aux fluctuations hormonales. On revient toujours à cette fluctuation d'hormones. Les altérations de la connectivité entre le lobe temporal et les régions frontales influencent la régulation émotionnelle, avec des implications directes pour les symptômes de TDPM. Les niveaux fluctuants d'œstrogène et de progestérone modifient la structure et la fonction de l'amygdale et de l'hippocampe, accentuant les symptômes émotionnels pendant le cycle menstruel. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Toujours pareil, c'est des femmes qui réagissent on va dire, de manière anormale à des fluctuations normales des hormones, et du coup, et on a du coup fait avec ça une réorganisation de tout le système cérébral. Tout ce qui est cerveau, on a voilà, le cervelet, différentes zones, amygdale et tout ça. Chez les femmes atteintes de TDPM, on a aussi une augmentation des niveaux de GABA cortical de la phase folliculaire aux phases lutéales moyennes et tardives, tandis que chez les femmes en bonne santé, les niveaux de GABA diminuent au fil du cycle, ok. Alors que chez les femmes TDPM, il y a une augmentation des niveaux de GABA, ok. Alors que chez les autres, ça diminue. Donc pareil, un fonctionnement encore différent. Et donc chez les femmes en bonne santé, on a une augmentation des niveaux de stradiol, de progestérone et d'allo qui sont associés à une diminution du GABA cortical. C'est le cortex, au niveau du cerveau, on va dire. Hein. En revanche, chez les femmes avec TDPM, l'augmentation des niveaux d'ostradiol et de progestérone est associée à une augmentation du GABA dans le cerveau. Donc vous voyez, c'est des fonctionnements, encore une fois, qui sont différents. Les corrélations opposées entre les niveaux de stéroïdes et de GABA chez les femmes, donc les stéroïdes, c'est les hormones stéroïdes, donc c'est allo, progestérone, œstradiol. Donc la corrélation opposée entre les niveaux de stéroïdes et de GABA chez les femmes avec TDPM suggère une sensibilité anormale aux hormones gonadiques, influençant potentiellement la régulation de l'humeur. L'altération des réponses neuronales au GABA pourrait être un contributeur clé aux symptômes du TDPM, fournissant une nouvelle fois des pistes d'intervention sur le système qu'on appelle le système GABAergique. Okay, donc d'un côté, en fait, en fonction du niveau des hormones, on va avoir du GABA qui diminue. Chez les autres, donc atteintes de TDPM, on va avoir le GABA qui augmente. Donc pareil, en fait, c'est une réaction, une nouvelle fois, différente à quelque chose toujours à des niveaux normaux. Ok. Ici, ce qui est important, c'est que, toujours pareil, hein, les femmes atteintes de TDPM, elles montrent une activation significativement plus élevée dans le cortex préfrontal dorsolatéral, pendant les tâches de mémoire de travail, indépendamment des niveaux hormonaux. Okay, donc c'est toujours pas les niveaux hormonaux qui comptent par rapport au groupe contrôle. Cette hyperactivation était présente indépendamment des niveaux hormonaux, ce qui suggère une susceptibilité neuronale sous-jacente. Je commence à parler vite parce que ça fait longtemps qu'elle dure cette vidéo. Même si j'ai pris une pause, c'est long. L'activation accrue du cortex préfrontal dorsolatéral était corrélée négativement avec les scores de fonctionnement global, indiquant que plus l'activation était élevée, plus la fonction quotidienne était impactée chez les patientes. Okay, de plus, l'âge d'apparition et la durée du TDPM étaient également associés à une activation anormale dans cette région, suggérant que ces anomalies préfrontales pourraient représenter une vulnérabilité durable liée au TDPM. Donc c'est une modification en fait qui se maintiennent dans le temps, peuvent se renforcer et tout ça. Ces résultats suggèrent que la fonction altérée du cortex préfrontal pourrait être un trait persistant représentant une prédisposition neuronale pour le TDPM. L'étude souligne que même en phase asymptomatique sous suppression hormonale, les patientes TDPM montrent des anomalies dans les circuits cognitifs et émotionnels. Okay, donc en phase asymptomatique, sous suppression hormonale,
les patients de TDPM montrent des anomalies dans les circuits cognitifs et émotionnels. Donc c'est pour ça que on a des changements en fait qui sont durables. Ce qui pourrait contribuer à la compréhension des bases neurobiologiques du TDPM. Ces résultats renforcent l'idée que le TDPM n'est pas seulement une réaction exagérée aux fluctuations hormonales, mais peut aussi impliquer une base neurologique spécifique. Et c'est ce qui ressort de tout ce qu'on voit là depuis tout à l'heure. Avec un cerveau qui fonctionne d'une manière différente, tout simplement. Et on a cette étude qui montre que les femmes atteintes de TDPM ont une réactivité cérébrale plus élevée dans le cortex préfrontal, dorsolatéral et médian, lorsqu'elles anticipent des stimulus négatifs. Donc à chaque fois, c'est stimulus, c'est la traduction, mais on dit stimulus normalement. En tout cas, c'est ce qui est recommandé par l'Académie française. Bien que la réactivité en anticipation soit plus élevée dans le TDPM, elle ne semble pas directement liée au niveau d'œstrogène ou de progestérone. Incroyable, c'est ce qu'on dit depuis le début. Cependant, en phase lutéale, des corrélations positives ont été observées entre la progestérone et la réactivité à des stimulus émotionnels positifs. Effectivement, la réaction à la progestérone joue un rôle. Donc en gros, avec tous ces changements, toutes ces donc entre un cerveau qui fonctionne différemment pour traiter les émotions, des symptômes physiques avec des douleurs par exemple, des symptômes émotionnels ou on va dire psychiques avec de l'anxiété, de la dépression, les migraines, les dysfonctions sexuelles. Alors pas forcément, les femmes atteintes de TDPM n'ont pas forcément tout avoir, ok? Mais tout ça, ça peut avoir un impact sur la vie, ok, de ces personnes-là. Donc le TDPM, même le SPM, mais là on parle du TDPM, notamment avec des symptômes justement qui affectent l'humeur, les symptômes qui sont physiques, il peut avoir en fait un impact majeur sur la qualité de vie, perturbant les relations interpersonnelles, la productivité au travail et les activités quotidiennes. Les femmes souffrant de TDPM peuvent connaître un niveau d'altération similaire à celle de personnes atteintes de dépression chronique ou de pathologies chroniques, comme tout ce qui est ostéoarthrite, arthrite, machin, tout ça. Les femmes atteintes de TDPM ont des scores de qualité de vie liés à la santé significativement inférieurs aux normes de la population générale américaine, forcément la plupart des études sont américaines, dans plusieurs domaines. La douleur physique, le fonctionnement social, la santé mentale, tout ce qu'on a vu depuis le début. Les études soulignent la nécessité de sensibiliser le public et les médecins à la gravité du TDPM et l'importance de mettre en place des traitements appropriés pour améliorer la qualité de vie des femmes touchées. Ok ? Donc ça impacte la qualité de vie au quotidien. Donc du coup, il faut que les professionnels de santé soient au courant de ça, soient au courant de ce que ça implique et prennent en charge le problème. Ok ? Et on évite tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Gaslighting médical et tout ça, on est en 2024, on peut arrêter ce genre de choses. L'impact dans les études, c'est pour les femmes qui sont en études, qui font leurs études. Une étude menée sur 654 femmes qui étaient étudiantes en médecine, physiothérapie et soins infirmiers. Intéressant parce que du coup, c'est des femmes qui sont en contact, qui sont dans le métier du soin, en fait. Et ont été évaluées pour la prévalence du TDPM ainsi que pour son impact sur la qualité de vie et les fonctions sociales et professionnelles. La prévalence du TDPM est estimée à 4,43% parmi les étudiantes en médecine, physiothérapie et soins infirmiers. Donc c'est plus élevé que ce qu'on peut retrouver. Ok. Le TDPM a un impact significatif sur l'efficacité au travail ou à l'école, affecte 70,33% des participantes, suivi par des impacts dans les activités sociales, 36,23% des femmes touchées. Les participantes atteintes de TDPM présentent une diminution significative de la qualité de vie, surtout dans le domaine des relations sociales. Ok. Donc en fait, ça touche, donc en études, c'est des femmes qui sont jeunes, voilà, ça impacte déjà du coup, l'efficacité au travail, les performances de travail, la vie sociale, voilà, dans des phases de la vie où c'est important quand même, c'est toujours important le milieu social. Les symptômes fréquents incluent de la fatigue et le manque d'énergie, voilà. Et là, c'est 100% des participantes atteintes qui déclarent ça, suivi par des symptômes physiques, douleur au sein, maux de tête, ballonnement, et une irritabilité ou une colère accrue. Une corrélation positive existe entre le TDPM et les antécédents familiaux de syndrome prémenstruel. Les habitudes de consommation, comme l'augmentation de l'apport en thé ou en café sous stress, sont également associées au TDPM. La qualité de vie globale des femmes atteintes de TDPM est inférieure, avec un impact particulièrement significatif dans le domaine des relations sociales. Bon, c'est ce qu'on a vu depuis tout à l'heure, c'est ce que je vous ai redit à l'instant. L'étude souligne que le TDPM cause une détérioration de la qualité de vie comparable à des troubles comme le trouble dysthymique. Donc en fait, là, c'est des troubles qui sont... on va dire des troubles dépressifs, ok, pour être clair. En gros, ce qu'on comprend, c'est que
c'est que en fait, l'impact en termes de qualité de vie, il est aussi important que des pathologies qui sont bien plus connues et qu'on sait qu'ils ont un impact réel sur la qualité de vie. En termes de traitement, j'ai dit que je parlerai d'aucun traitement. Je vais juste parler de l'activité physique. Effectivement, je suis kiné, donc pour moi, ça me parle de proposer de l'activité physique. Donc je vais vous lire ça, mais il y a quand même énormément de limites. Ok, je pense pas que ce soit, enfin, de ce que j'ai vu, c'est pas hyper étudié encore. Parce qu'en fait, on sait que l'exercice physique, c'est reconnu pour soulager divers symptômes physiques et psychologiques, ok, qui sont associés au SPM. Donc, c'est recommandé par certains instituts, donc l'exercice comme une intervention de première ligne pour le SPM et le TDPM, même si c'est pas forcément ultra documenté. On sait que l'exercice, ça va favoriser la libération d'endorphines, ça va favoriser la libération de molécules anti-inflammatoires, voilà, donc ça va réguler la production de certaines hormones, œstrogènes, progestérone, et voilà, stimule les substances anti-inflammatoires naturelles, donc tout ça, ça peut réduire la douleur et l'inconfort. L'exercice peut atténuer des symptômes physiques comme la douleur, la sensibilité des seins, la constipation, ainsi que des symptômes psychologiques tels que l'anxiété et la colère. On a une revue systématique récente qui indique que 30 minutes d'exercice aérobique 3 à 5 fois par semaine pourrait être particulièrement bénéfique pour réduire les symptômes physiques du SPM. La gestion du TDPM applique une approche multifactorielle. L'exercice est une thérapie non pharmacologique efficace, mais d'autres stratégies comme la gestion du stress, les modifications diététiques et les thérapies cognitivo-comportementales peuvent aussi être utiles. Qu'est-ce qu'on retient de ça? Déjà ici, le sport, ça peut être utile, mais on voit que c'est étudié dans le cas du SPM et que le TDPM, c'est une pathologie à part. Après, là c'est moi qui dis, c'est ma croyance, je pense que faire de l'exercice physique, ça peut pas être une erreur. Je pense que ça ne peut pas être une erreur, ça peut que apporter, ça peut a priori, je dirais, je vais pas dire ça peut apporter que ça serait plutôt bénéfique, je vais le dire comme ça. Ok, on va prendre un peu de pincettes, on va pas faire des affirmations incroyables. Je pense que ça pourrait être bénéfique, mais comme je vous dis, c'est ma croyance. Et c'est difficile de se baser sur des études qui se basent sur le SPM pour traduire ça sur le TDPM. Après, les instituts qui sont spécialisés là-dedans, eux le recommandent aussi. Donc normalement, je me trompe pas en le recommandant. Et là, ce qu'on voit, en fait, c'est qu'il y a d'autres stratégies qui sont conseillées, mais voilà, les stratégies de gestion du stress, les modifications diététiques, thérapie, enfin les TCC, donc les thérapies cognitivo-comportementales. Et donc tout ça, en fait, c'est des thérapies qui... On a de la littérature sur le sujet, pas forcément sur le TDPM, mais sur d'autres troubles. Voilà, on n'a pas la naturopathie, on n'a pas l'acupuncture, on n'a pas l'ostéopathie, on n'a pas la chiropraxie, on n'a pas la médecine chinoise, on n'a pas tout ça, ok? Toutes les pseudomédecines ne sont pas citées ici, ok? Là, ce dont on nous parle, c'est exercice physique, bien manger, gestion du stress et les TCC. Donc en fait, c'est des choses qui marchent relativement bien pour tout un tas de pathologies, ok? On va s'arrêter là, c'est enfin la fin de la vidéo. C'était long, je pense que c'était vraiment une longue vidéo. Je sais pas qui l'aura regardé jusqu'au bout. J'espère qu'elle aura aidé, que ce soit des personnes qui ont un diagnostic de TDPM, ou qui sont en cours de diagnostic, ou, et c'est vraiment sur ça que j'ai envie d'insister, les professionnels de santé, ok? Vous avoir fait découvrir quelque chose, ou mieux comprendre certaines choses. Et parce que bon, je pense que c'est pas forcément les personnes qui suivent mes vidéos habituellement qui sont là. Voilà. Je vous mets juste une dernière ressource. Vous avez une association qui s'appelle l'asso TDPM France, voilà, avec qui ont des informations, qui vous donnent des informations sur le sujet. Ils ont un groupe Instagram, donc voilà, qui vous donne des petits conseils. Je crois qu'il y a des groupes de parole ou des choses comme ça. Donc je vous mets la ressource ici. Et puis on se dit à la prochaine. Salut.